Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Nous sommes justement réunis ici ce matin dans le cadre du grand débat de la semaine, Libre Expression. Nous revenons sur les faits saillants qui auront marqué l'actualité de cette semaine qui tend à s'achever. 11h30, 13h30. Pendant 2 heures de temps, ils sont nombreux ces experts qui viennent croiser le verbe, justement pour vous donner la vérité, surtout la quintessence de l'information. Ce matin, 3 faits saillants de l'actualité nous intéresseront. D'abord, ce qu'il faut désormais qualifier au Cameroun d'affaire Maurice Kamto. Tout ceci fait suite aux propos, selon une certaine opinion, propos discourtois et propos malveillants tenus à l'endroit du professeur Hubert Mononjana de regretter mémoire. Ils sont nombreux qui pensent que le professeur Maurice Kamto a tout simplement profané la mémoire du professeur Hubert Mononjana. Du coup, en guise de représailles, certains chefs traditionnels du département de la Leki, département d'origine du professeur Hubert Mononjana, se sont levés pour effectuer un certain nombre de rites. Il y a exactement 2 jours, l'on a vu un cercueil de couleur rouge, l'effigie du professeur Maurice Kamto, avec un objectif, apparemment, la mort mystique du professeur Maurice Kamto. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir si les chefs traditionnels sont dans leur droit pour effectuer ce genre de rite à l'endroit du professeur Maurice Kamto. Toujours dans le cadre de ce programme, nous marquerons encore un arrêt. Et comment pouvait-il en être autrement? Nous irons du côté de l'Assemblée nationale du Cameroun, la chambre basse du Parlement, qui est encore au zénith de la scène avec cette nomination du nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale en la personne de Noël Essiane, ancien maire de la commune de Saint-Mélima. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir qu'est-ce qui ne va plus du côté de l'Assemblée nationale, au moment où d'ailleurs, nous ne savons pas encore exactement qui est le véritable directeur du cabinet de l'Assemblée nationale. Noël Essiane est le nouveau secrétaire général. Est-il l'homme de la situation ou alors les lobbies ont encore eu raison du côté de l'Assemblée nationale? Si vous en avez convenance, nous terminerons ce programme en parlant du terrorisme au Cameroun et nous aurons pour prétexte cette autre attaque qui s'est déroulée du côté de Galim, attaque revendiquée parce que l'on dénote au Cameroun de sécessionnistes. 9 civils ont tout simplement été tués. Il s'agit de ces personnes qui ont pris d'assaut un marché et ont ouvert le feu. Grande question ce dimanche, est-ce toujours des revendications d'ordre sécessionniste ou alors nous sommes là en plein dans le grand banditisme? Si vous êtes connecté sur Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et nous allons commencer par accueillir ces invités qui répondent déjà tous présents pour justement croiser le verbe. Je commence par la dame Fatouma Noura. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour aux millions de téléspectateurs. Je suis honoré d'être là ce matin pour pouvoir partager mon point de vue sur l'actualité du pays. Voilà. Il faut dire que Fatouma Noura est cette jeune femme politique. Elle milite pour les idéaux du PCRN, du président honorable Cabral Libi. Oui. Je suis membre du comité directeur national, vice-président du comité d'éthique et de surveillance et chargé de mission au cabinet du président Cabral Libi. Fatouma Noura, je m'en voudrais si je ne vous accueillais pas avec ce sujet qui fait également partie de l'actualité et qui s'achève. Nous avons lu, nous avons eu une note de l'autorité administrative de l'océan qui interdit la tenue de votre assemblée du côté de Kribi. L'autorité administrative évoque des raisons de risques à troubles à l'ordre public. Il s'agit de quoi? Alors, la sous-préfet, elle n'a pas seulement évoqué les risques de troubles à l'ordre public, elle a évoqué des dissensions internes desquelles pouvaient découler des troubles à l'ordre public. Tout à fait. Alors, cette raison qui me semble très farfelue, parce que je doute fort que si un militant du RDPC devrait porter plainte pour une raison quelconque, on interdirait le congrès du RDPC. Je dis bien un militant, pas deux, un seul, qui porte plainte
pour des raisons qui lui sont propres, et que tout un congrès qui se prépare depuis plus d'1 an soit annulé. Je pense qu'il s'agit là d'un abus d'autorité qui doit être dénoncé avec la dernière énergie. Alors, si vous voulez savoir exactement de quoi il s'agit de M. Kona Robert qui a justement porté plainte pour usurpation. D'après lui. Il faut d'abord nous dire qui est M. Kona Robert. Je suis en train de déployer. Mais je voulais que nous soyons au même niveau d'information. Au même niveau d'information. M. Kona Robert porte plainte au président Cabral Libi pour usurpation de titre, on va dire comme ça, puisqu'il estime que le président Cabral Libi n'a pas sa place à la tête du PCRN. Alors je tiens à préciser que l'un de ses arguments justement c'est que le congrès du 19 mai 2019 qui octroie le parti, qui octroie la place de président du parti au président Cabral Libi, selon lui est une simple réunion qui a été transformée en congrès. Alors, cela signifie qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. D'après c'est dire. Alors, il faut quand même noter qu'on parle là de 2019, c'est-à-dire qu'on est à peu près quoi, 4 ans. 4 ans déjà que tout ceci s'est passé. Entre-temps, M. Kona Robert, qui est l'un des pères fondateurs du PCRN. Vous parlez maintenant de l'un des pères. Oui, ce n'est pas le fondateur. Il n'est pas le seul qui a fondé le parti. Il est donc l'un des pères fondateurs du PCRN qui a accepté justement de céder le parti, de la direction du parti. Nous allons parler en termes simples. Hein. M. Kona Robert veut reprendre son parti politique, c'est ça? Oui. Il ne voudrait plus avoir Cabral Libi comme président. Oui. Voilà en réalité le problème. Il faut parler de manière simple. Maintenant, Cabral Libi ne veut pas laisser le parti d'autrui, c'est ça? Mais écoutez, on parle de parti d'autrui. Le parti est une institution. Est une association. C'est-à-dire que quand vous dites que le parti, on n'est pas dans la personnalisation du pouvoir. Si déjà, vous ne pouvez pas contester une décision alors que vous avez assisté au congrès de Ngaoundé, vous avez signé les textes, vous avez été investi par un président que vous dites être illégal, vous avez été investi par lui lors des municipales et des législatives, et puis vous avez signé tous les documents du dernier congrès de Ngaoundé. Vous voyez donc que tout cela, Fatouma, pouvait justement conduire à des troubles à l'ordre public. Parce qu'il y a de l'électricité dans l'air. L'électricité, bon, et il y a de l'énervement. C'est pour cela que j'ai précisé, j'ai fait une précision. J'ai dit, un militant a porté plainte. Quand on dépose justement, il faut savoir que la réunion publique est sous le régime de la déclaration. Alors, quand on dépose une déclaration de réunion publique auprès du sous-préfet, c'est pour que justement le sous-préfet s'assure que l'ordre va régner. Nous prenons nos dispositions. Mais vous ne pouvez pas me dire qu'un seul militant va s'aimer le trouble lors d'un congrès. C'est lui qui a porté plainte. Cela ne signifie pas qu'il est seul dans cet énervement-là. Ce n'est pas un Il y a une personne qui porte plainte, mais le jour, attendez un peu, Fatouma, le jour justement du congrès, il peut arriver qu'il y ait une centaine de personnes qui arrivent justement pour ces troubles à l'ordre public. C'est donc le rôle de l'autorité administrative à ce moment de s'assurer que l'ordre règne. Entre-temps, quand même, votre président est également traîné en justice. Oui, mais mais ça ne va plus au sein du PCRN. Hein. Oui, mais écoutez, je vais vous dire, traîner en justice ne signifie pas que, et je vous ai posé la question, je vous mets au défi de me dire, de me prouver que si un militant du RDPC porte plainte pour une raison X ou une raison Y, tout un congrès du RDPC serait suspendu. Très bien. Il y a là abus d'autorité et persécution même, je dirais comme ça. Merci Fatouma Noura d'être là ce matin. On accueille à côté de vous le docteur colonel Didier Badjek. Bonjour docteur. Bonjour Parfait, et très heureux de nous retrouver. Tout à fait. Ça fait un moment que nous ne sommes pas passés ici. Tout à fait. Je dois vous dire que c'est avec beaucoup de chagrin qu'on ne vient pas. On serait là tous les dimanches, mais
Malheureusement, le temps ne nous le permet pas toujours. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Bonjour aux copanélistes. Docteur Colonel Badjek est politologue, mais également expert en matière de sécurité et géostratège, pour ne prendre que ses casquettes. En face du docteur Colonel Badjek, nous accueillons docteur Eyon. Bonjour docteur. Bonjour, merci Parfait pour l'invitation et bonjour à Egbekor, là où 25 personnes ont été tuées le grand matin du 6 novembre. Tout à fait. Bonjour à Dalim, là où on a eu 9 morts. Et bonjour aux hommes de Bamenda, précisément à Big J Snack, où hier on a encore eu près de 8 civils aussi tués. Donc le sang coule vraiment au Cameroun. Et ça dérange déjà trop. Le sang coule vraiment au Cameroun et cela dérange déjà. Docteur Eyon est urbaniste de formation, mais il sera là ce matin en sa qualité d'activiste concernant les droits de l'homme. À côté du docteur Eyon, nous accueillons Antoine Awana. Bonjour Antoine Awana. Oui, bonjour Parfait. Bonjour à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Ben, si vous me permettez, moi je ne vais pas saluer les gens ce matin, ce n'est pas parce que je ne suis pas poli, mais je voudrais réagir par rapport à un dossier brûlant, c'est-à-dire le dossier du PCRN. Ah, cela vous intéresse? Oui, ça m'intéresse beaucoup. Je voudrais dire une chose fondamentale par rapport à ce que Mme Fatou vient de déclarer tout à l'heure là, et au regard de la qualification du présumé infraction par rapport au Congrès, je crois que c'est le Congrès. Tout à fait. La notion d'ordre public est une notion très complexe à définir. Les contours de la notion d'ordre public sont fuyants. Tout peut être interprété comme trouble à l'ordre public, même les pas bruyants. Mettez les fers au niveau du talon de la chaussure, vous marchez en route, ça fait toc-toc. C'est un trouble à l'ordre public. Et on associe aux bonnes mœurs. Voilà. Donc, tout dépend de celui qui qualifie l'infraction. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, en matière de liberté publique, l'autorité encadre l'ordre public et les bonnes mœurs. Comprenez un peu, toutes ces dispositions sont dans la loi de 90. Donc, alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, généralement, elle ne devrait pas déjà dire que l'autorité a fait ça ou fait ça. Elle parle d'abus. D'abus d'autorité, tout ce non. Il fallait rassurer et prouver par rapport à votre déclaration que l'ordre public ne sera jamais perturbé ou troublé. Voilà ce que je voulais apprécier. C'est un problème de liberté. Vous voulez donc faire comprendre que le sous-préfet dans son rôle, c'est ça? Le sous-préfet dans son rôle, lui suspecte l'ordre public. Et il y a, et vous avez utilisé une expression, l'électricité dans l'air. Vous savez, et autre chose aussi, ce que j'ai remarqué à partir au PCRN, et surtout en ce qui concerne le président Cabral Libi, le même problème s'est posé avec Nkoumana. Vous voyez un peu, au niveau de la présentation de la candidature. Cabral Libi était un multirécidiviste. Alors, il s'est retrouvé, moi j'avais dit au professeur Nkoumana que cette histoire-là, moi je ne crois pas que ça va durer. Je vous assure, parce que... Ce mariage. Oui, le président Cabral nous a reçus chez lui, là, à Veroja. On a bien mangé, le pangolin et autres. J'étais avec le professeur Kouvana. Le pangolin est une espèce protégée. Hein. Oui, voilà. Donc, d'avoir mangé du pangolin. Le conseil, c'est qu'il faudrait que M. Cabral Libi, honorable Cabral Libi, crée son propre parti. C'est simple. Pour éviter tous ces dichotomies et tout ça. Il faut qu'il crée son parti. Non, je ne passerai pas sans répondre. Parce que justement, parlant de la question d'ordre public, c'est une notion fourre-tout. C'est-à-dire que effectivement, je pense que ce n'est un secret pour personne que cette notion peut être utilisée à des fins politiques masquées. Parce qu'il y a des choses qu'on peut constater ailleurs, qu'on constate par exemple au PCRN, qu'on ne peut pas constater ailleurs. Et j'ai pris l'exemple du RDPC. Personne ne peut me répondre à cette question. Quand je pose la question de savoir si la plainte d'un militant du RDPC peut suspendre tout un congrès. On a quand même
1 an de préparation, 1500 congressistes inscrits, tout ce que nous avons déployé comme argent, énergie, la débauche d'énergie et tout, on ne peut pas venir réduire ça à néant sous le prétexte de troubles à l'ordre public, alors qu'on n'a pas un début, je dis bien un début, une plainte n'est pas le signe d'un trouble à l'ordre public. La plainte est déjà au niveau des institutions qui sont censées trancher de ce problème. Ça veut dire que la justice va faire son travail. D'où vient-il que le Congrès soit menacé? D'où vient-il que le Congrès soit menacé? Maintenant, pour revenir sur la question de Cabral qui serait un multirécidiviste, écoutez, on vit dans un système quand même politique assez délicat. Nous qui sommes dans l'opposition, nous connaissons les challenges auxquels nous faisons face au quotidien. D'accord? Et parlant justement de la création de partis politiques, est-ce que vous savez que le président Cabral Libye a déposé à l'administration territoriale un dossier de création de partis politiques et que ce dossier-là n'a pas été validé parce que le ministre a prétendu qu'il y avait une virgule qui était mal placée dans le texte. Vous êtes sérieux là, hein? Mais je vous le dis, sans préciser dans quelle partie du texte la virgule était mal placée. Vous comprenez? J'espère que nous ne sommes pas dans la comédie. Hein. Non, mais écoutez, on est au Cameroun. Hein. Il faut qu'on vous explique les choses pour que vous compreniez. Quand je parle de persécution, je pèse mes mots parce que, et là, je vais aller plus loin en vous disant que de source sûre, la sous-préfet de Kribi 2 a justement reçu des ordres d'en haut qui lui demandaient de rendre cette décision-là, la décision de suspension mais du vous n'avez Congrès. aucune preuve hein, de vos Oui, allégations. on n'a pas de preuve, il n'y a pas de souci, mais on a quand même le droit de dire nous avons nos sources que nous n'avons pas révélées. De toutes les façons, nous allons continuer sur cette actualité concernant le PCRN. Nos invités sont tous présents. Les thèmes ont été donnés. À tout de suite pour le grand débat. Bon retour sur ce plateau de libre expression. Nous commençons justement par le sujet portant sur la sortie des certains chefs du département de la Léquié au sujet justement des propos tenus par Maurice Kamto, propos jugés discourtois, malveillants et que sais-je encore à l'endroit du professeur Hubert Mononjana de regretter mémoire. Docteur colonel Badjek, certains chefs de la Léquié se sont donc retrouvés avant-hier pour effectuer un certain nombre de rites. Les images sont virales au niveau des réseaux sociaux. On a vu un cercueil de couleur rouge. On a également vu l'effigie du professeur Maurice Kamto et nous avons vu ces chefs justement dire un certain nombre de choses. Beaucoup ont estimé que c'était la mort programmée du professeur Maurice Kamto. Beaucoup ont pensé que les chefs de la Léquié se sont réunis pour maudire Maurice Kamto et n'ont pas toléré que Maurice Kamto puisse ainsi profaner la mémoire du professeur Hubert Mononjana qui était un fils de la localité. Votre réaction? Mais je suis très attristé qu'au moment où nous avons ici au Cameroun de véritables enjeux et défis, que l'on laisse libre cours à nos émotions, que ce soit du côté du président Maurice Kamto ou que ce soit la réaction des chefs traditionnels. Je pense qu'il faut avoir des mesures en toutes choses. Je dois dire déjà que nous sommes en Afrique et que les morts méritent d'être respectés et que tout propos qui irait contre des morts, vous savez, on parle d'éloge funèbre. Cela ne veut pas dire forcément que celui qui est couché a tout fait en rose, que tout était positif. Mais lorsqu'on fait l'éloge pour elle, c'est pour se souvenir seulement des points positifs qui auront marqué la vie de celui qui a disparu. Et encore, nous savons que le professeur Hubert Mononjana, c'est quelqu'un qui a vécu sa philosophie, sa pensée, c'est un scientifique. Et au moment où il s'en va, même par respect pour les enfants qu'il a laissés, son épouse, je pense que on devrait avoir quelques égards et un respect pour sa mémoire. Ça, c'est la première chose à dire. Et il y a un proverbe chinois qui dit que si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Si jamais il y a un tarissement d'éloge à l'endroit de cette personne, on peut garder le silence et apporter une contribution de regret et de condoléances à la famille. Mais maintenant également, vous savez, nous sommes dans une législation qui tient compte du pouvoir traditionnel et beaucoup de gens ont déjà été poursuivis
pour des manifestations de sorcellerie et autres. Et que c'est ce qui constitue également la réalité de notre anthropologie et de notre sociologie. Donc, je ne pense pas que la réaction qui a été faite serait proportionnelle, mais à chacun sa conscience, et à chacun également de poser ses actes, mais de savoir que chaque fois qu'il y a un acte qui est posé, il y a une réaction légale qui peut également être introduite. Parce que la menace de mort, c'est un fait par toutes les voies possibles, c'est un fait qui peut être querellable en justice. Je pense que il faudrait toujours avoir une raison gardée dans ce genre de choses. Un message, moi j'ai vu beaucoup de messages qui sont passés dans le net qui portaient une désapprobation cinglante à ce que M. Maurice Kamto a fait. Ce n'était pas glorieux pour sa part, encore qu'il est moins glorieux aussi que de la proportionnalité de la réaction qui est en train d'être faite, à mon humble avis, mais chacun est responsable des actes qu'il pose. Merci beaucoup, docteur Didier Badjek. Je vais prendre la réaction justement d'un fils de la Lekié, Antoine Awana, en est justement un. Antoine Awana, vos chefs se sont donc réunis pour effectuer un certain nombre de rites, je présume, en représailles au niveau des propos tenus par le professeur Maurice Kamto, le docteur Didier Badjek, qui reconnaît que les propos de Maurice Kamto n'ont pas été bons, mais en même temps, il pense également que les chefs traditionnels sont peut-être aussi allés loin. Vous vous situez à quel niveau, vous qui êtes justement fils de la Liki? Moi, je suis dans la mémoire de l'histoire. La querelle entre les deux professeurs, Monon Njana, le professeur Maurice Kamto, ne date pas d'aujourd'hui. Tout à fait. Depuis 1985, ils sont allés jusqu'à s'insulter. Ta mère pont. Oh là là. Maurice Kamto l'a dit. Moi, j'ai Cameroun Tribune. Ah oui, quand il y avait cette querelle-là. Maurice Kamto ne peut pas tenir ça. Je vous le dis, Maurice Kamto, je le connais mieux que quiconque. Il m'a enseigné le droit administratif approfondi. Je le dis toujours. En deuxième année de licence à l'université. Il allait jusqu'à ces niveaux-là. Bien, ça c'était dans le messager. Allez fouiller le messager. Vous allez trouver tout cela. Bien, le débat était là. Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il a dit après le décès suite de l'accident de circulation du professeur Maurice Kamto? Il a qualifié, et il avait toujours dit, il a qualifié le professeur Monon Njana comme étant quelqu'un qui fait du tropisme ethno-idéologique. Voilà, du tropisme ethno-idéologique. Il s'est même moqué du vivant du professeur Monon Njana, disant qu'il allait soutenir sa thèse en Corée. Et il a fait prévaloir le Dumtche comme étant une idéologie. Il allait plus loin en critiquant lorsque le professeur Hubert Monon Njana était au comité central. Voyez, il a traité de tous les noms d'oiseaux là-bas. Il a dit ceci, il reconnaît une chose au professeur Monon Njana, c'est son intelligence. La deuxième chose qu'il reconnaît au professeur Monon Njana, c'est que autant où il y avait la pensée unique, c'est-à-dire le parti unique, le professeur Monon Njana a eu le mérite d'ouvrir un débat démocratique. Donc les deux ont vraiment échangé pendant un long bon temps, un moment assez élargi sur le messager. Il s'écrivait, tout ça. Et il n'a pas apprécié quand le professeur Monon Njana, vous savez, c'est l'un des caciques du RDPC, il a été même au comité central du RDPC. Il a été secrétaire national à la communication. Tout à fait. Bien, ça, voilà les faits. Maintenant, en ce qui me concerne, je ne peux pas tolérer, je le dis au plus grand jamais, qu'on prostitue la mémoire d'un être humain, quel que soit son statut social. Est-ce que vous comprenez un peu? Et dans la culture africaine, on respecte les morts. Même dans la culture judéo-chrétienne, on respectait toujours les morts. Donc, alors, sortir des propos aussi graves
pendant le décès, et quel décès, un décès tragique, j'ai dit, laissons même le statut que je suis fils de la Léquier, mais en tant qu'être humain, ce sont des propos qui sont inacceptables. Inacceptables. On ne peut pas. Ça, je le dis en toute Des sincérité. propos inacceptables. Bien, parce que... Et cela justifie donc la sortie également de certains... Non, j'en viens. L'élite de la Léquier, les chefs traditionnels, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous savez, on peut analyser ça sociologiquement de deux manières. Hein. Mononjana était leur fils, leur père, leur patriarche. Vous, parfois ici, vous ne pouvez pas accepter qu'on insulte un de vos parents. Mononjana était Voilà. tout un symbole. Voilà. De la Léquier. Donc, vous ne pouvez pas accepter cela. Donc, moi, je crois que la réaction des chefs était normale. Entre-temps, Antoine Awana, si nous nous en tenons à ce que les chefs ont eu à faire, j'ai peur de dire, hein, vous allez probablement me recadrer tout à l'heure, que les chefs étaient là en pleine séance de sorcellerie. Et si maintenant quelque chose arrivait... Jean Védé, vous m'avez juste interrompu un peu, c'est bien d'avoir balayé le chemin. Je voulais dire une chose, à l'ouest, que je connais très bien. Oui. Je connais Baham, jusqu'à Bao, jusqu'à Banenkop. Moi, j'ai épousé une Banjounaise, hein, elle est médecin là. Donc, je connais très bien les traditions Bamileke. Si c'était l'inverse, c'est-à-dire Maurice Kamto venait à mourir et que Mononjana réagissait de la même manière, je crois qu'on aurait pris des gourdins pour descendre rapidement au niveau de la Léquier pour aller attaquer ces dix populations. Donc ce que j'ai dit, pour chuter, oui, c'est que les chefs ont un peu exagéré en dessinant un cercueil, en faisant tous les symboles et des rites traditionnels pour tuer Maurice Kamto. Un cercueil de couleur. Alors, s'il arrive, si par mégarde, il arrive quelque chose au professeur Maurice Kamto, les chefs vont être poursuivis. Malgré le fait qu'il est malade. Moi, je ne vous dis pas que... Vous êtes son médecin? Je sais ce que je dis et j'assume ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit et j'assume ce que j'ai dit. Il faut faire très attention. Malgré le fait qu'il soit malade, nous sommes tous des malades, hein, qui s'ignorent. Même moi, je suis malade. Et pourquoi vous parlez de la maladie des Donc, autres? s'il arrivait quelque chose au professeur Maurice Kamto, les chefs traditionnels risquent de porter une responsabilité. Donc, ils sont allés au-delà des choses. Et en même temps, Maurice Kamto a dit ce qu'il a dit. Je ne suis pas son avocat. En défendant, il est revenu sur la querelle d'antan entre le professeur Hubert Mononjana et lui. Donc, en ce qui concerne, moi, je pense que, sincèrement, il doit présenter des excuses. Le professeur Kamto. Oui, il doit présenter des excuses officiellement. On va passer la parole au docteur Eyon. Docteur Eyon, vous et moi, depuis une dizaine d'années, nous sommes sur les plateaux de télévision pour parler politique. Ce jour, en début de ce programme, on parlera un peu de sorcellerie. J'espère que vous êtes un initié. Alors, le professeur Kamto était donc visé par certains chefs traditionnels de la Léquier. Antoine Awana estime que le professeur Kamto devrait présenter ses excuses à ce département. Ouais, merci beaucoup. Bon, je vais me débrouiller en français. Oui. Il faut dire que vous êtes d'expression anglophone. Mais de temps en temps, je vais m'exprimer en anglais pour ne pas mettre les mots que les gens peuvent interpréter autrement. Il n'y a pas de souci, docteur. Vous savez, normalement, quand vous attendez le professeur Awana parler, vous voyez beaucoup d'émotions. Et c'est pour ça que le docteur Bajek nous a attiré notre attention. C'est ce genre de propos qui engendre toujours beaucoup de fumée et même qui ajoute le pétrole dans le feu. Parce que quand il dit les propos comme si ça était arrivé à l'ouest, on devait descendre avec le goudin. Ce sont des propos tribalistes. Oui, ce sont des propos tribalistes et qui ne sont pas encouragés dans des choses comme ça. Tout le monde sait que les propos du professeur Kamto sont inappropriés. Là, personne ne peut même parler autrement. Mais comme le docteur Bajek a dit, ce que les chefs ont fait ne doit pas être un peu exagéré. Non, c'est exagéré. C'est clair. C'est parce qu'on est dans un état où les choses prennent le temps, comme on dit toujours. Sinon, ça doit être un très grand problème. Parce que la loi interdit la pratique de sorcellerie en ouverture. Ça, c'est clair.
Et ce qui s'est pratiqué là, c'est la sorcellerie africaine. Comme vous avez dit, je suis initié, je suis un prince. Je suis un Seseko de la Magnou. Et donc, je sais ce que ces genres de rites peuvent engendrer. Et surtout, si les chefs là faisaient ça, ça ne devait pas être en public. Parce que la sorcellerie africaine, c'est fait par... on appelle ça les enfantillages de la chefferie. Si moi j'étais l'un des fils d'Abdel Villa que mon chef a fait cela, moi je disais qu'on le dépose. Parce qu'il y a des manières de faire ces choses-là, sans même prononcer le nom de la personne et ça réagit. Ou il pouvait même plutôt lire un message en donnant un mot de caution au professeur Maurice Kamto. Et même l'appeler à reprendre ces mots. Ça s'arrête à ce niveau-là et il fait ce qu'il doit faire dans le système qu'il doit le faire. Donc, dit que le professeur Maurice Kamto avait un problème avec le professeur Mono Diana, ça c'est clair. Le professeur Mono Diana, c'est un emblématique. C'est quelqu'un que malgré tout, on dit toujours que lui n'est parfait. Et lui ne pouvait pas être parfait dans sa vie. Mais c'est un professeur satisfait. C'est un professeur qu'on peut toujours le rappeler partout où il est passé pendant ces dernières années. Entre-temps, docteur, est-ce que nous ne devons pas quand même voir en la réaction du professeur Kamto une grande rancune, même si vous avez eu des problèmes il y a une trentaine d'années, lorsque quelqu'un est mort? Est-ce que c'est l'occasion de revenir le dire? C'est très petit de lui. En réalité, c'est être petit. Parce qu'en tant que professeur des universités, et qui a aussi des enfants, il a aussi fait certaines choses qui ne sont pas acceptables par les autres. S'il se met dans ces casquettes-là, et entend ce genre de choses, quand lui sera parti aussi, comme il va aussi partir, ça deviendra aussi un problème. Très bien. Donc pour moi, je dis que ce qu'il a dit est inacceptable. Et compris. Normalement, même s'il doit présenter ses excuses qui est acceptable, il doit le faire à ses enfants, ce n'est pas le léquier. Le professeur Mono Diana n'était pas un fils de léquier, il était un fils camerounais. Très bien. Et surtout, il a fait des choses pour le Cameroun. Merci. C'est vrai qu'on va lui remettre à son village, son département natal, mais on va toujours enlever cet aspect-là de toujours vouloir personnaliser les gens, parce que quand on le fait, ça prolonge le débat et ça amène des choses inutiles. Parce que normalement, venir dans un plateau parler des choses comme ça, c'est amener le Cameroun très petit par rapport aux autres qui nous voient discuter les choses comme ça. Merci. Donc il faut que les professeurs là reviennent aux raisons. Les chefs traditionnels aussi doivent comprendre que certaines choses ne doivent pas être mises en public parce qu'on est dans les ICT aujourd'hui, que quelqu'un peut prendre son téléphone et filmer des choses et mettre partout. Les choses mystiques du village ne se montrent pas dans la télé. Merci, c'est compris, docteur Eyon. Je souligne d'ailleurs que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a d'ailleurs rendu un vibrant hommage au professeur Hubert Mono Diana de regretter mémoire. Une lettre de condoléances a été adressée à la famille du professeur Hubert Mono Diana, une lettre signée du président de la République, son Excellence Paul Biya. Fatouma Noura, où est-ce que vous vous situez dans cette désormais querelle au Cameroun? Propos discourtois, malveillants de Maurice Kamto, sortie musclée à caractère mystique des chefs de la Léquier. Alors, je suis à Oussa. Chez nous, les Aoussa, on dit que deux choses chassent tout. Je traduis littéralement. Deux choses chassent tout, la maladie et la mort. Ça veut dire que c'est des choses qui font en sorte qu'on oublie toute querelle, qu'on passe l'éponge, même sans qu'il n'y ait excuse ou quoi que ce soit. Alors, il y a deux raisons principales pour lesquelles on ne devrait pas s'adresser négativement à un mort. La première, c'est qu'il n'est plus là pour se défendre, et c'est un peu signe de lâcheté. Vis-à-vis du professeur Maurice Kamto, qui est une personnalité assez respectable de la République, ça semble injurieux, mais non, ce n'est pas l'objectif. C'est juste que effectivement, quand on estime, en fait, j'estime que, quelle que soit la querelle, tout ce que vous aurez à dire à quelqu'un, dites-le lui de son vivant. Réglez-le comme vous voulez, mais de son vivant, parce qu'il sera là pour vous répondre à la hauteur de ce que vous lui aurez dit. Alors, la deuxième des choses, c'est qu'on a une famille qui pleure son fils. C'est-à-dire, même si vous avez un profond mépris pour celui qui est parti, même si vous le détestez, même si vous devez avoir de la compassion vis-à-vis de ceux qui ont perdu leur père, leur fils, leur mari, tout ce que vous voudrez, mais ils ont perdu un être cher et vous devez respecter cette douleur-là. Maintenant, par rapport à la sortie des chefs traditionnels, je suis un peu désolée que
la plupart du temps, quand on met en exergue notre tradition, on le fait négativement. On devait revaloriser notre tradition de telle sorte que chaque fois qu'on parle de tradition, que ce soit de l'émerveillement qui en découle, comprenez? C'est-à-dire que chacun devrait porter fièrement sa tradition. Je suis de la Léké, je suis à Oussa, j'ai les valeurs qui viennent de mon ethnie, de mon groupe communautaire, sont telles et telles. Il faudrait que ces valeurs-là soient portées positivement. La plupart du temps, quand on parle du côté traditionnel, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de festivals qui revalorisent la tradition, mais on voudrait que quand il y a buzz, qu'il y ait des buzz positifs. Vous comprenez? Que nos traditions ne soient pas toujours traînées dans la boue, qu'on n'ait pas toujours à polémiquer, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, parce que ce qui est bon est connu de tous et accepté de tous, c'est comme ça. C'est-à-dire que il faut rappeler, hein, Fatouma, que apparemment ce sont les mêmes chefs qui se sont également réunis quelques jours après la découverte du corps de Martinez Zogo. Et ils ont justement dit qu'ils prendraient cette dépouille pour aller déposer du côté de Mvomoka. Ces chefs, ils sont habituellement toujours incisifs lors des grands moments. Bon, en même temps, ce sont des gardiens finalement de... Nos frères du côté de la Léké sont assez... Monsieur Awana ne va pas me démentir. Si, je vais vous démentir. Ils sont assez émotifs. Ils sont pas émotifs. Émotifs, c'est trop dit. Vous voulez dire que les gens de la Léké sont violents? Non. Ils sont dynamiques donc? C'est-à-dire qu'ils prennent tout à chaud. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, madame. J'ai parcouru le Cameroun entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je prends même dans la région de l'extrême nord. Qu'est-ce que les tout pourris font? À la moindre cartage, quand ils boivent leur bili-bili, c'est des gourdins qui sortent. Oui, mais est-ce que c'est je vais continuer, madame. Je vais continuer. Ce que vous dites là, ce sont des propos haineux? Non, politiques. Ça y est, Joki l'a dit, hein. Et ça a calé sur les gens de la Léké. Les gens, mais non, vous voulez qu'on aille dans l'histoire? Moi, j'ai la mémoire de l'histoire. Et cette histoire, les étoiles sont violents. Les étoiles sont des planteurs, c'est des gens qui mangent le savon, qui font ceci, cela. Ces adjectifs qualificatifs sont collés sur la tête. Et ça dépend des émotions. Toutes les populations du Cameroun ont un aspect un peu barbare, un peu violent, un peu correct. Ça dépend de la situation. Il ne faut pas coller l'étiquette. Bon, c'est comme maintenant, quand on dit les anglophones sont, ils nous traitent quoi? Quand j'étais à l'université, ils nous appelaient comment? Des frocs. Similar froc. Hein? Parce que nous parlons français, ils nous disent similar froc. Après, ils disent integration does not mean assimilation. Le député Niba va à l'Assemblée nationale, il dit when injustice become law, resistance become a duty. À l'Assemblée, on l'a rappelé à l'autre, il a insisté. Vous voulez dire que ça c'est quoi? C'est pas la violence? Vous ne me laissez alors, pas non, madame, je sais que vous dites, moi je ne peux pas tolérer ça. J'ai dit que, voilà, vous êtes émotif. Voilà, vous ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Parce que vous dites que vous êtes en train de dire que la Léké, les gens sont violents là-bas par essence. C'est ce qu'elle veut dire. Alors je vous dis, c'est faux. Moi j'ai parcouru tout le Cameroun. Je suis arrivé jusqu'à Darak. Je suis arrivé jusqu'à Darak. D'accord. Partout là-bas, dans le Lébialem, tout ça. Je vais à Koya. Moi, j'ai marché là-bas. Je suis arrivé. On a compris. Alors, toi, Nawana, on va permettre à madame. Non, franchement, on va permettre à madame de terminer. Terminons rapidement ça. Je vais aller au bout de mon idée. Oui. Les étones, en particulier, ce sont des gens. Moi, j'ai travaillé à Obala 5 ans. Obala, c'est pas des représentants par la Léké, hein. Non, il dit des choses que je ne peux pas tolérer. La Léké a 9 arrondissements. Allez à Bachenga, vous n'allez pas voir les gens faire. Que vous le vouliez ou non, monsieur. Moi, je ne veux pas, je ne peux pas vous appeler des choses qui sont insensées concernant les étoiles de la Léké. Je ne peux pas l'accepter. Vous dire la Wana, on se calme. Mais chez vous, c'est la même chose. Les gens qui se baladent en plein nous jeter, ils ne laissent pas la possibilité. Calmez-vous, Antoine Awana. Calmez-vous, Antoine Awana. Je vais encore insister, madame va terminer son propos. Allez-y, madame. Alors, j'étais en train de dire que les gens de la Léké, en particulier, sont des gens qui ne se laissent pas facilement faire. Ce qui fait que quand il y a une situation, d'accord, ils la prennent à bras le corps.
Et c'est ce qui s'est passé, que ce soit après la mort du journaliste Martinez Zogo, et c'est ce qui se passe avec le cas Maurice Kamto. D'accord? Et ça, c'est un fait. C'est-à-dire que quelqu'un soit d'accord ou non, ça m'importe peu. Parce que je ne suis pas ici dans une comparaison de peuple. Je ne suis même pas dans le cadre d'une stigmatisation. Et c'est dommage que nous ayons des adultes sur un plateau qui ne prennent pas le temps d'écouter avant de juger. Et je mets quiconque à défi ici de me prouver que j'ai dit que les étoiles sont violents. Moi, je vous pouvez pas passer le temps à fustiger les gens, imposer un point de vue. On vous a compris. Quand même. On va se calmer. Hein. C'est discourtois. On va se calmer. Ici, c'est la force des arguments et non l'argument de la force. Voilà pourquoi je marque d'ailleurs une touche pause. Bon retour sur ce plateau de libre expression dans le cadre justement du grand débat de la semaine. Nous vous le disions en ouverture, l'actualité du côté de Galim dans les Bamboutos nous intéresse particulièrement ce dimanche. Comme vous le savez, il y a eu une attaque de ce côté laissant sous le carreau 9 civils, attaque revendiquée par les sécessionnistes camerounais. Ce jour, nous voulons nous savoir s'il s'agit véritablement encore des revendications d'ordre sécessionniste ou alors nous sommes simplement passés au grand banditisme. Je passe d'abord la parole au docteur colonel Badjek. Docteur colonel Badjek est un expert en sécurité, toute une vie dans nos forces de défense pour justement protéger la République du Cameroun. Docteur Badjek, des groupes venus du nord-ouest, cette fois-ci qui traversent déjà, arrivent à l'ouest. Il faut dire que ce n'est pas la première fois, c'est pratiquement la 3e ou 4e fois que nous avons ce genre d'incursion. Votre regard? Déjà un regard d'extrême tristesse pour ceux qui ont été assassinés froidement dans une violence à nul autre pareil, au moment où tout le monde essaie de faire des efforts pour que dans ce coin du Cameroun, on puisse enfin retrouver la paix et que ces deux régions puissent se développer à la mesure de leur réel potentiel. Je suis très attristé par cela, parce que je ne sais même pas s'il faut attribuer ces morts aux sécessionnistes, parce que les sécessionnistes avaient un fondement politique. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, où ils commencent à poindre à l'horizon quelques éléments de satisfaction. J'ai vu des camarades, j'ai fait un débat il n'y a pas très longtemps au niveau d'une chaîne sœur, où j'avais un originaire de là-bas, parce que je trouve que même déjà parler d'anglophone pour moi, c'est stigmatisant. Parce que la volonté du Cameroun aujourd'hui, c'est que nous soyons réellement bilingues. Finalement, tout sera stigmatisant. Voilà. Non, ce que je voudrais dire, parfait, c'est très important. Nous devons, sur les médias, avoir un langage suffisamment souple et apaisé pour que nous, qui sommes des objecteurs de conscience, ou alors des hommes publics, que l'on puisse amener enfin le Cameroun à aller vers la véritable paix. Parce que le Cameroun aujourd'hui n'est pas à son niveau prévu à cause de ce genre de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Je dois vous dire un peu ce que je ne vais pas parler de guerre, parce qu'on ne fait pas une guerre contre ses propres populations, que ce trouble-là qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest, et la guerre contre Boko Haram dans le nord-ouest, ce que ça coûte au niveau du PIB, au niveau du Cameroun, on aurait pu faire autre chose. Alors nous devons tous contribuer, même nous sur les médias aujourd'hui. C'est un langage d'apaisement. Le fait même déjà de pouvoir accuser ces populations en les rendant peut-être coupables de ces exactions serait déjà pour ma part un amalgame. Il faudrait mettre les choses à leur place. Je pense, comme vous l'avez dit, vous avez dit qu'il s'agit maintenant de bandits. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que personne ne peut accepter de se voir établi dans une perte comme ça, une perte abyssale, et que l'on continue. J'ai toujours dit ici, parfait, nous avons discuté à propos sur le grand dialogue national. Tout à fait. Qui était, pour ma part, un élément de discussion qui pouvait avoir des bonnes ou des mauvaises nouvelles, mais qui avance avec les moyens qu'on peut avoir. Et je vais vous dire, au terme d'une négociation, lorsque nous avons la négociation, il y a ce que les négociateurs appellent le BATNA, the best alternative, voilà, of the agreement,
qu'on devrait avoir, c'est-à-dire qu'on se donne la base. Cette partie est arrivée avec cela. Le gouvernement a proposé ceci. Ce n'est pas encore ce que l'on veut, mais on progresse parce que la négociation est dynamique. Moi, je ne voudrais pas qu'on fustige aujourd'hui les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a beaucoup qui ont fait pour que, n'est-ce pas, la paix revienne. Et ce que je vais seulement exhorter aux populations, c'est ceci. Est-ce qu'elles voient le bilan qui est en train de se faire, qu'elles ne protègent plus une personne, parce que c'est très difficile. Je vais vous raconter une petite histoire. Permettez-moi d'être... Oui. Un jour, il y a des brigands qui veulent s'attaquer à une structure, je ne vais pas la désigner, militaire, pour aller certainement prendre les armes et tout. La réaction est très violente, on l'abat l'un d'eux. Et il est posé sur la route. Au petit matin, les populations arrivent. Nous voyons une femme qui est en train de pleurer à chaudes larmes. Mais, et après, on se pose la question, comment est-ce qu'une passante peut prendre à contribution, bien que les femmes soient émotives, prendre en compte un mort qui plus est un bandit. Et quand on va l'attraper, on dit, il s'agit là de mon fils. Oh là là. Alors c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une réelle communication à faire envers ces populations. Leur dire que le fils que vous protégez tue aussi les fils des autres. Il est temps aujourd'hui que nous fassions autre chose dans ces régions. Merci. Et cette communication doit être structurée. Vous savez autant bien que moi que la communication, c'est l'émetteur et le récepteur, le support. Et que le support soit adapté à la véritable sociologie de cette région. Merci, docteur colonel Badjek, pour cette première intervention. Docteur Eyon, vous et moi, sous d'autres cieux, en avons parlé dans le cadre de plusieurs débats sur ces actes terroristes du côté du nord-ouest et du sud-ouest et même du côté de l'extrême nord, parlant de Boko Haram cette fois-ci. Du côté du Nozo, ils sont de plus en plus nombreux qu'ils veulent même partir du côté maintenant du nord-ouest et du sud-ouest pour traverser, arriver du côté de l'ouest et perpétrer également ce genre d'actes. Vous le releviez tout à l'heure, le sang a coulé, il continue de couler. N'est-il pas encore temps d'arrêter? Entre-temps également, est-ce que nous sommes encore là dans des revendications d'ordre sécessionniste ou alors nous sommes passés simplement au grand banditisme? Merci beaucoup. First, I want to give a big clap to my elder brother. Merci d'applaudir pour le colonel. That is the type of language we want to hear from elders. C'est le genre de paroles que nous voulons entendre et que nous devons prêcher sur le plateau de télévision. Parce qu'avant de venir ici, j'ai envoyé ce programme dans mes forums anglophones pour qu'ils nous regardent et pour qu'ils puissent comprendre les misinterprétations qu'on a déjà par rapport à nos frères francophones. Surtout quand le débat constitue ce problème-ci. Et je vais te remercier beaucoup. En réalité, ce qui s'est passé là, comme il a dit, ce n'est pas l'aspect sécessionniste, c'est le grand banditisme. Je vais commencer par je vais vous raconter une petite histoire pour 2 minutes. Nous sortons de Manfé, parce que moi je voyage toujours beaucoup, comme vous savez. Nous sortons de Manfé en venant à Kumba. Après Kogne, il y a un endroit là où les sécessionnistes font souvent les choses là. Parce qu'ils se doutent que quand vous voyez 2 ou 3 en route, les autres sont en brousse. Et donc, ils peuvent venir si vous voulez attaquer les autres là. On voit 2 petits jeunes garçons avec les armes. Ils ont stoppé au moins, il y avait au moins 10 voitures en ligne. Et ils prenaient l'argent et des choses comme ça. Heureusement pour nous, les vrais Amba Boys maintenant venaient à moto. Et ils voient les voitures alignées là. Ils se demandent, mais ils ne voient pas les militaires au signe qu'il y avait les militaires là. Parce qu'en réalité, quand les militaires viennent, ils prennent la fuite. Donc, ils voient ces 2 gars-là. Et les voitures qui sont alignées, ils s'arrêtent. Ils demandent, mais qu'est-ce qui se passe là? Les gars disent que les Amba Boys, ils disent que, mais quels Amba Boys? Oui, ils disent que vous 2 là, vous êtes des Amba Boys de quel camp? Les gars ne pouvaient pas répondre. C'est là où la population, tout le monde qui était dans la voiture, s'est apparu sur ces 2 gars-là. Et ils se sont confessés qu'ils ne sont pas des Amba Boys. Ils sont simplement des bandits. C'était des bandits simples. Et apparemment, à présent, là, c'est difficile d'entendre qu'on a volé dans telle maison ou telle boutique, comme le docteur disait là. Ils viennent sous ce couvert que ce sont les Amba Boys. Donc, c'est du grand banditisme qui se produit dans beaucoup de cas.
Et en réalité, ce qui se passe là, l'idée de sécession existe toujours, mais ça n'a pas ce genre de violence qui se passe là. Parce que, par exemple, le plus grand village du sud-ouest même, et de la Mano, qui s'appelle Kembo, le problème qui se passe à Kembo maintenant, qui était l'un des villages qui a subi les conséquences de ce n'est pas un problème de sécession, c'est un problème de la chefferie. Il y a seulement 2 semaines là, les élites venaient de payer la rançon pour 10 notables qui ont été kidnappés. Et ça se disait que les sécessionnistes, ça n'a rien à faire avec la sécession. C'était les groupes qui supportent un autre camp qui ont exercé cela. Donc nous disons qu'il est temps pour que nous, qui sortons de ces 2 régions-là, commençons à parler à nos frères et sœurs. Moi, j'ai dit au début de ce problème que la sécession, la manière qui a été prise n'était pas correcte. Et ça ne va pas aboutir. Mais pas que la sécession n'est pas possible. Parce que nous ne sommes pas satisfaits par rapport à notre intégration dans le système. Et au début, nous avons bien d'utiliser le mot, on n'a pas dit sécession. C'était au début là, to reclaim, c'était restoration. La restauration de l'indépendance du Southern Cameroun. Et cette restauration ne peut pas être indépendance individuelle. C'était quoi? Independent by joining. Donc nous resterons dans le Cameroun, mais nous devons avoir certains privilèges. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on vous a accordé justement à la fin du grand dialogue national avec le statut spécial? A dit, le grand dialogue est encore en non, vous avez octroyé le statut spécial. On n'octroie pas les choses qui n'ont pas de sens. Quand vous voulez nous donner quelque chose qui pouvait être acceptable, parce que j'ai pris part dans le grand dialogue, on devait nous donner le temps et donner les choses qui sont pratiques. Cette grand dialogue-là, on a dit statut spécial. Oui. On a donné des choses qui sont pratiques, qui sont acceptables, et dit qu'il y aura les lois, les décrets plutôt, qui vont déterminer comment ces choses-là seront faites. Et c'est ces décrets-là qui nous arrêtent jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, on a dit qu'on va accepter le common law, on a dit qu'on va accepter le système éducatif, le système traditionnel de fonctionnement, et on a ajouté qu'il y aura un décret, les décrets spéciaux, pour déterminer comment ces choses-là seront faites. C'est ces décrets-là qu'on attend jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore sorti. Donc, c'est des choses qui sont progressives, comme nous disons, mais qui doivent être un peu vite faites pour que nous, qui voulons parler de cela, puissions avoir les instruments, les aspects en main pour aller dire que, mais, voici ce qui se passe, voici là où nous sommes, nous pouvons progresser à cet endroit-là. Donc, je pense qu'on doit arrêter de stigmatiser, comme le docteur a dit, et plutôt apaiser, parce que même nous, les élites, on a contribué beaucoup à ces choses-là. Quand on trouvait ces garçons-là, il y avait le temps de parler, on leur disait, who are you? Who do you think you are? You think you can fight us? You think the military is going to crush you? C'était là le début des choses. Alors que c'était question de qu'est-ce que vous voulez? Venez mes fils, on peut en discuter, on va chercher les... Ça ne devait pas être à ces niveaux-là. Donc moi, je pense que nous sommes dans une phase d'apaisement et nous devons continuer à parler et à essayer d'encourager nos frères de savoir qu'on peut toujours aller mieux que nous là où nous sommes. Merci. Antoine Awana, au moment où par moment nous pensons que le calme revient du côté du nord-ouest et du sud-ouest, mais parfois nous avons l'impression qu'il faut continuer à être vigilant. Que doivent faire les populations dans le cadre de cette crise? Est-ce que les populations n'ont pas également un grand rôle à jouer dans le sens justement de retrouver la paix et la sérénité du côté du nord-ouest et du sud-ouest, et surtout que ça ne traverse plus, puisque maintenant l'on vient de frapper à l'ouest? Ok. Très bonne question, mais je voudrais juste définir les 2 concepts. Lesquels? La sécession. Oui. Et le banditisme. Voilà, c'est 2 choses pratiquement différentes, avec des méthodes, des modes opératoires qui ne sont pas les mêmes. Quoique de temps en temps, il y a un élément sociologique qu'on appelle la violence. Voilà. Donc, au niveau de la sécession, la sécession, c'est un acte politique, d'abord, qui consiste pour une population d'un territoire ou de plusieurs territoires, voilà, déterminés à se séparer officiellement, je dis bien officiellement et volontairement du reste de l'État. Ça, c'est au niveau de la sécession. On se pose une première question sociologique. Est-ce que le nord-ouest, toutes les populations du nord-ouest et du sud-ouest veulent volontairement se séparer du reste de l'État du Cameroun? Première chose. Maintenant, le banditisme. Le banditisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des actes criminels
exécuté de façon organisée. Il peut être synonyme de ce que le docteur Bajek disait tout à l'heure, là, de brigandage. Il peut être synonyme de gangstérisme, ou alors de la délinquance. Lorsque nous avons défini ces deux concepts-là, appliquons ça au cas du nord-ouest et du sud-ouest, et surtout l'assassinat de 9 personnes en plein marché. En plein marché. Nous allons voir. Bien. Alors, la première chose, c'est que toutes les populations, je dis bien du nord-ouest et du sud-ouest, ne sont pas pro-sécessionnistes. Ça, c'est une réalité objective. C'est même pas que les gens vont faire de l'amalgame ou quoi que ce soit. C'est objectif. Alors, il reste donc quoi? Il reste le gangstérisme, il reste le brigandage, il reste donc le banditisme. Prenons le cas de Kalim, les sécessionnistes, les vrais, n'ont même pas revendiqué cette attaque. Vous, journalistes d'investigation, personne n'a encore revendiqué ça. D'habitude, ils revendiquent, mais personne n'a revendiqué. Ça suppose que là, ce n'était pas, et c'est pour cela que son histoire est réelle, et ça rentre dans ce contexte-là. Regardez deux voyous qui sont affamés et qui commencent à contrôler, comme à l'époque des faits, le colonel ne va pas me démentir, avec l'opération Jarguina, à l'extrême nord. Les coupeurs de route. Ils sont là avec deux armes artisanales, ils stoppent ils prennent de l'argent, les véhicules, ils prennent l'argent, les biens précieux, les gourmets, les montres en or des femmes et autres. Voilà, les téléphones portables. C'est pas le mode opératoire des sécessionnistes. Les vrais, c'est pas ça. Comprenez un peu. Donc là-bas, c'est le banditisme, c'est le grand banditisme. Mais les sécessionnistes peuvent aussi être camouflés dans ces brigands-là. Et commencent donc à opérer. Je vous prends un exemple très simple. Dernièrement, on a pris celui qui a décapité le commandant de brigade. Où? En Vomoka. On l'a pris là-bas. Les fins limiers des services de renseignement du Cameroun l'ont tracé et ils l'ont récupéré là-bas. C'est-à-dire, il finit de commettre son forfait au nord-ouest, au sud-ouest. Il fuit pour se retrouver au village natal du président de la République. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas un événement anodin. Je vous explique. Il y a une grande plantation d'EVA là-bas, Sud-Cameroun EVA. L'essentiel des ouvriers, ce sont des anglophones. Ils y vivent là-bas avec leurs enfants, les maris. Le président de la République, il a créé même des écoles là-bas à l'intérieur d'une forêt de plus de 86 000 hectares. Ils sont là-bas. Vous retrouvez en Vomoka, au village natal du président de la République, toutes les tribus du Cameroun. L'essentiel des motocyclistes, ce sont des Bamoun. Ah bah oui. Et ces populations vivent en harmonie et de manière paisible. Personne ne les attaque. Vous voyez, quand quelqu'un s'infiltre, il arrive là-bas, c'est pour aller s'aimer quoi? La zizanie et la confusion. Pour qu'on dise que les sécessionnistes sont déjà en Vomoka, au village natal du président. C'est faux. Ça, moi, j'y étais. Je sais ce qui se passe là-bas. Vous allez chuter. Alors, donc, actuellement, la question que vous m'avez posée, les populations des l'apport des populations, le rôle de la population. Cet apport est très important. Ces populations, parce que ces sécessionnistes-là, chacun a une famille. Tout à fait. Alors, lorsque... Ils ont des familles, ils ont des amis. Ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des amis. Il faut même des deals. Alors, chaque famille devrait dire, si votre fils est là-dedans, vous lui dites, vous faites ce qu'on appelle une conscientisation. Ce que vous avez choisi là n'est pas la bonne voie. Tous les Camerounais... Entre-temps également, hein, il y a aussi un autre aspect des choses, Antoine Awana. Certaines personnes qui ont voulu collaborer avec les forces de défense sont menacées. Et même d'autres sont souvent tués. Est-ce que cela n'est pas aussi de nature à faire en sorte que certaines personnes veulent bien donner des informations aux militaires, aux gendarmes, aux policiers, mais elles ont peur des représailles? C'est la méthode. C'est la méthode qu'il faut. Je vous prends un exemple. Avec Boko Haram,
Oui, les populations ont collaboré avec les militaires. tout à fait. Mais je ne pense pas que ces populations aient été exécutées, massacrées. C'est la méthode. C'est la méthode qu'il faut là-bas. Ce n'est pas que vous allez prendre votre fils qui est sécessionniste, vous prenez la chicotte, vous commencez à le fouetter en plein milieu de la cour, vous dites je ne veux plus que tu sois là-bas. Non, on va l'exécuter. Vous-même, vous serez en danger. Voilà. Fatouma Noura, ne partons-nous pas progressivement vers le sécessionnisme pour le grand banditisme? Et si tel est le cas, que faut-il faire? Alors, c'est une question extrêmement délicate parce que nous sommes là dans le cadre d'une guerre asymétrique. Tout à fait. Ça veut dire que vous avez du mal à distinguer avec qui. On a d'un côté l'armée républicaine, de l'autre côté, on a du mal justement à distinguer qui on combat. Puisque ce qu'on doit combattre s'infiltre effectivement dans la population, se camoufle dans la population. Et ça devient très compliqué. Extrêmement délicat. Et tout à l'heure, on a parlé de coupeurs de route, mais il faut savoir que justement, même les coupeurs de route sont organisés. C'est-à-dire que c'est ça le danger. C'est-à-dire que le danger, c'est que si le grand banditisme, justement, prend de l'envergure et s'enracine, on risque de tomber, en fait, de se retrouver avec des groupes, en plus des socialistes, avec des groupes correctement organisés qui seront difficiles à démanteler. Parce que justement, l'amalgame est vite fait entre ceux qui ont effectivement des réclamations et ceux qui sont là pour se faire de l'argent ou pour un autre objectif. Alors, l'une des méthodes qui est généralement utilisée dans la guerre asymétrique, c'est la collaboration des populations, comme on a dit. Et c'est extrêmement délicat parce que parfois, même votre fils, quand il est déjà vraiment enrôlé, vous ne pouvez même plus le raisonner. Si vous essayez de le raisonner, vous devenez l'ennemi. À l'extrême nord, par exemple, moi je connais une femme qui a dû tuer son fils. Elle a dû en finir avec son fils parce que quand il est venu, il a ramassé tout ce qu'il avait ramassé à la maison et il a dit à sa mère qu'elle le suit. Elle le suit parce que il lui a trouvé un autre mari. Donc il embarquait sa mère pour la brousse en fait. Hein? Et entre-temps, il devait tuer son père. Alors elle a dû l'amadouer, elle lui a dit non, assieds-toi, je ne suis pas contre tout ça et tout, assieds-toi, je ne peux pas d'abord la nourriture et tout et tout. Quand elle a préparé, elle a dû empoisonner le repas pour avoir la paix, c'est-à-dire elle a préféré liquider son fils plutôt que de subir ce qu'elle a dû subir. C'est extrêmement délicat. C'est une mission périlleuse pour les forces de l'ordre parce que justement il faut pouvoir distinguer entre la population et généralement même quand donc les forces de l'ordre arrivent par exemple à déceler qu'il y a peut-être quelques terroristes, on a eu des cas où des civils innocents ont également payé parce qu'on sait que non, après avoir tracé et tout, on se dit, on repère que non, ils sont logés à tel endroit, ils ont occupé tel endroit et quand on allume, on ouvre le feu, on se rend compte qu'il y a femmes et enfants par exemple à cet endroit-là et tout. Et c'est facile de décrier justement la mort des civils à ce moment-là parce qu'on ne sait plus qui est civil et qui ne l'est pas. C'est une question très très délicate. Et le pire dans la situation, c'est que quoi? C'est que la population justement est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les forces de l'ordre avec qui elles doivent collaborer, de l'autre côté, que ce soit les sécessionnistes ou ces grands bandits, qui les obligent à avoir un mode de conduite qui fait en sorte que si elles ne se conforment pas et si ça filtre effectivement qu'elles collaborent avec les forces de l'ordre, elles risquent de perdre la vie. Docteur colonel DJ Badje qui veut rebondir. Nous avons cette équation que pose Fatouma, cette équation qu'il va falloir résoudre entre la population, les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense, maintenant les sécessionnistes ou les grands bandits. Je voudrais trouver des circonstances atténuantes à Fatouma, parce que nous rentrons déjà dans des concepts. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Tout à fait. Avec la connaissance encyclopédique qu'elle pouvait avoir sur ce mode de combat. Mais il faudrait déjà savoir, n'est-ce pas, sur le plan conceptuel,
qu'il s'agit, n'est-ce pas, certainement de guerres asymétriques, mais qui ne s'appliquent pas de la même manière. À l'extrême nord, on avait une guerre asymétrique qui concernait les forces gouvernementales avec un ennemi qui venait de l'extérieur, pendant qu'au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, eh bien, le combattant sécessionniste est à l'intérieur de la population. Il va à ses occupations le jour, vous ne pouvez pas le distinguer des autres puisque c'est un enfant du terroir, et la nuit, ou bien à la faveur, n'est-ce pas, d'une opportunité, il frappe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas la même géographie. Vous avez vu que, n'est-ce pas, dans un premier temps, la sécurisation a concerné les cités. Et que, par contre, la géographie de l'extrême nord permettrait déjà, n'est-ce pas, qu'on se mette dans un système de dilution consenti. C'est-à-dire qu'on peut aller et progresser, créer des cellules et aller au contact de l'ennemi. Et dans le cadre du nord-ouest du sud, actuellement, les voies de communication sont très délicates. Et donc, la chose qu'il y a à faire, premièrement, n'est-ce pas, pour remercier ce que les forces de défense font et de sécurité. En passant, il y a les forces de maintien de l'ordre qui concernent la gendarmerie et la police. Il y a les forces de défense qui concernent, n'est-ce pas, les armées conventionnelles terre, air, mer. À partir de ce moment, il faudrait y aller et essayer de... C'est une guerre, n'est-ce pas, les enjeux, ce sont les enjeux de cœur. C'est pour ça que j'ai parlé de communication tout à l'heure. Et avec cela, l'armée le fait bien, mais il faudrait qu'on accélère dans ce domaine-là. Ce sont les actions civilo-militaires. Eh bien, on a vu, n'est-ce pas, des militaires qui consultaient des malades. On a vu des militaires qui enseignaient. Tout à fait. Pour que les militaires soient davantage proches de cette population et que la population se rende compte que, au fait, ces gens qui sont ici, nonobstant le problème politique qui est posé, ils sont là pour notre intérêt. Ce ne sont pas nos ennemis. Voilà. Et c'est ça qui devrait se faire. Maintenant, concernant les gens qui ont le renseignement, on appelle ça la recherche du renseignement prévisionnel, il faudrait savoir qu'il est d'un intérêt précieux, voire stratégique, pour l'instrument militaire, pour l'outil militaire, de pouvoir protéger l'informateur. Et le militaire, en fait, les forces de défense n'ont aucun intérêt à le livrer. Pourquoi? Parce que le premier renseignement qu'il donne pourrait permettre qu'il aille en chercher d'autres. Donc, il n'est pas de son intérêt de le protéger, de le vendre. Donc, ça devrait se faire avec une certaine pertinence, une certaine flexibilité. Donc, pour le cas spécifique de cette affaire-là, il s'est passé que, très vite, la base politique, c'est-à-dire la base politique qui pouvait être considérée comme étant la base stratégique qui pouvait donner des ordres, elle était complètement décousue du niveau tactique. Parce que les ordres sont arrivés d'où? Les ordres ne sont pas forcément arrivés du nord-ouest et du sud-ouest. Les ordres sont arrivés de la diaspora. Et il faudrait les interpeller aujourd'hui pour leur demander si jamais le solde de cette opération-là pour eux est envisagé sur le plan positif, ou alors il serait mieux de continuer le développement du nord-ouest et du sud-ouest à mesure de continuer la négociation et la conciliation. Moi, je vais vous dire, en ce qui me concerne, pour ma part, ce territoire, voici notre frère qui est ici sur le plateau. Docteur Ayon. Docteur Ayon est là. Il a autant de droits de venir acheter les terres ici, et elles sont les siennes, parce qu'il est un digne fils du Cameroun, que moi j'ai aussi le droit d'aller dans le nord-ouest. Le nord-ouest n'appartient pas à certaines personnes. Il faudrait que les gens le comprennent une fois pour toutes. Nous sommes dans le Cameroun, mais il faudrait être capable de pouvoir comprendre les diversités, et ça va dans ce sens. Et je dois dire que soyons quand même quelque peu, pas tolérants, mais compréhensifs du grand chantier que cela constitue. Moi, j'ai essayé de regarder de façon objective ce qui avait déjà été fait. Il reste encore des choses à faire, mais donnons la chance, n'est-ce pas, à la gouvernance aujourd'hui d'asseoir ces mesures définitivement. Il y a des véritables problèmes pratiques qui se posent, par exemple la législation de certaines lois qui à mettre sur pied. Mettons ça, moi j'ai vu les bilans, j'ai vu que l'école est passée, il y avait 24 000 en 2020, aujourd'hui nous sommes déjà à 60 000, ça progresse. Donnons la chance à la paix et à la négociation dans cette partie du Cameroun. Nous devons donner la chance à la paix et à la négociation dans cette partie du Cameroun. Antoine Awana, personne n'a intérêt à ce que le sang continue à couler à flot, même si, n'ayons pas peur des mots, et il y a également ce que les autres appellent l'économie de la guerre. Vous savez ce que c'est? Bien sûr, même jusqu'à là. C'est-à-dire quand un Camerounais tombe, ça fait mal. Si on tue un enfant de 7 ans, 8 ans,
Vous savez ce qu'il allait devenir pour cette République, ce qu'il allait faire pour la République? Il ne faut pas l'éliminer. Et puis lui meurt pourquoi? Les 7 élèves qu'on allait massacrer en plein cours, ou en pleine composition là au sud-ouest. Mais qu'est-ce que cela ont fait? Pratiquement rien. Alors là, j'abonde un peu dans le sens du colonel tout à l'heure là, mais l'armée camerounaise est une armée professionnelle. Et l'armée camerounaise est en train d'humaniser la guerre. Il a pris l'exemple des médecins militaires qui consultent, qui font tout. C'est une façon d'humaniser la guerre. Ils vont même de village en village essayer de conscientiser les familles. Ça, c'est une bonne chose, franchement, qu'il faut encourager. C'est vrai, il a dit, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Et il a relevé un élément aussi très important, c'est qu'au départ, il y a eu un peu de maladresse dans la gestion opérationnelle de la guerre. Ça, il a reconnu. Et venant de lui, mais j'approuve parce que c'est un monsieur qui a dirigé le service de communication de l'armée du Cameroun pendant longtemps. Donc, il sait de quoi il dit. Il parle. Bon, autre chose aussi, il a relevé. Il faut faire un distinguo net entre les renseignements militaires stratégiques et des renseignements généraux. Et tout ça concourt à quoi? À rechercher l'information et la vraie information. Et éviter et mettre de côté ce qu'on appelle l'amalgame. Comprenez un peu. Donc, pour ma part, il est temps, et il est grand temps que nos frères, moi je n'aime pas les appeler les frères du Nord-Ouest ou anglophones, ce sont nos frères de l'autre rive du Mungo. Parce que vous allez trouver les Bakouré là-bas, vous allez trouver les Sawa, vous allez trouver... Il y a même les étoiles là-bas. Hein. Ah bon? Ben oui, il y a des étoiles. Moi, je vous prends un exemple. Le professeur Béjana Belsius, c'est un étonne qui travaille au CHU. Ah ben oui. Hein? J'ai des camarades d'université à Mbolo Michael. Ce sont les étonnes chez Yeba ici. Ils sont allés là-bas avec leurs parents. Ils ont grandi là-bas. Ils parlent anglais, ils s'expriment en français et même en étonne. Donc c'est pour dire que il est temps. Et là, ce qui complique cette guerre, ce sont les donneurs d'ordre. Vous l'avez relevé. Les donneurs d'ordre viennent de l'extérieur. Et les ordres, quand ça arrive, parfois les ordres qu'ils donnent sont un peu falsifiés. Ce n'est pas de nature à apporter la paix, mais c'est plutôt à exciter encore ceux qui sont sur le terrain de continuer le combat. Voilà. Donc, lorsque toutes ces choses seront analysées et sont déjà analysées, alors là, le gouvernement va procéder étape par étape, petit à petit, mais lentement, beaucoup plus sûrement. Et nous allons atteindre là. Je sais qu'il a dit quelque chose, le docteur Yon a dit quelque chose, il y a bien qu'il a dit à ses frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que vous n'allez pas réussir cette histoire-là. Il faut faire la paix, il faut poser des problématiques sur la table. On sait que tout n'est pas parfait. Ouais, parce qu'il a soulevé des goulots d'étranglement au niveau de l'exécution de tout ce que le grand dialogue a donné, c'est-à-dire les décrets d'application. Ça, c'est une réalité objective. Mais par moment, au niveau du système anglais proprement dit, bon, ils mettent ça, on a modifié le code pénal, le code de procédure pénale. Ils ont introduit ce qu'on appelle l'habeas corpus. C'est dans le système judiciaire anglophone. C'est là, ça marche. Il n'y a pas de problème. Maintenant, parfait, ici, on ne peut plus vous arrêter là tout de suite. Mais vous allez invoquer le principe sacro-saint de l'habeas corpus. Hein? Soit mettre ton corps est à toi, ton corps t'appartient. Donc, ce n'est plus qu'on te mette en garde à vue pour dire que au sorti, vous allez payer 250 000 francs comme ministère public. Mais on ne vous délivre jamais un reçu pour le ministère public. C'est compris. Hein? On termine avec le docteur Eyon sur ce sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. Docteur Eyon, je voudrais que nous puissions nous appesantir un peu sur ce qu'on appelle habituellement les élites. Les élites. Alors, les élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'ont-elles pas vraiment rien à se reprocher? J'ai appris que du côté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, vous êtes encore extrêmement ancré au respect des aînés, au respect des chefs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que les chefs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se sont là véritablement levés en toute sérénité pour parler à ces personnes qui se posent des actes horribles depuis 2016? Merci beaucoup, Parfait. Premièrement, je dois dire qu'au début, ils ont pris le mauvais chemin. Et c'est ça qui restait l'actualité à un moment. Ils doivent faire la réconciliation, ils doivent faire le pardon. Parce qu'au début, c'était à nous,
parce que je suis l'un d'eux, c'était à nous d'être sur le côté correct. C'est-à-dire quoi? We were supposed to tell them that what you are asking is correct. What you want is real. But for now, we are in a context where we can only get those things progressively. And for that to be done, maybe give us some time to negotiate. Give us some time to see how we can take this problem to the appropriate quarters. That was not done. The chiefs themselves, who are supposed to be closer to the people and to master the population, to know the families who come from where, most of them are no longer traditional rulers. Because of political interests and political reasons, they have lost their strength in the village. Parce que, par exemple, chez nous, il y a un utile mystique, à la manière on appelle une femme. Je le dis en tradition, une femme. Quand on utilise cet aspect dans le département de la Manu, tout le monde prend sa place. Tout le monde prend sa place. On ne l'a pas encore utilisé? Quand on a voulu l'utiliser, on a utilisé, they used it wrongly. Par exemple, on dit, si quelqu'un tue un enfant dans le département de la Manu, toute sa lignage, the lineage, toute sa lignée affected and done by this. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de dire que si quelqu'un tue quelqu'un dans la Manu, ils ont dit, si un sécessionniste tue quelqu'un dans la Manu. Et les sécessionnistes maintenant ont fait le contre-rebout. Donc ils ont dit des counters. Ils ont aussi pris l'eau et dit, si ce que nous luttons est faux, et que nous tuons quelqu'un qui veut nous tuer, il faut que ça ne nous arrête pas. Donc ils ont neutralisé le pouvoir. Nous sommes en train de jongler. Oui, ils ont neutralisé le pouvoir. Donc les chefs avaient le pouvoir au début de mettre ces choses-là au feu. Moi, par exemple, nous sommes dans le plus grand sacré société de la Manu. Ça s'appelle le Ekpe. Presque toutes les élites, certains qui sont vrais fils de la Manu, en guillemets, donc quand c'est bona fide children, sont dans cette société-là. Nous avons le pouvoir de faire certaines choses dans nos villages. On ne l'a pas encore fait jusqu'à présent, qu'il ne faut pas encore des discords qui est parmi nous. Donc, à présent, nous avons parlé beaucoup, ceux de nous qui ne sont pas partisans politiques ou dans le gouvernement. We are not civil servants, become not the civil servant. We have tried to talk to some people who are understanding. And as we speak here today, efforts are being made somewhere for us to take our responsibility. Parce que si on vient dans mon village, on ne peut pas me dire qu'il y a un Amba Boy que je ne connais pas. Surtout qu'ils sont dans notre génération et un peu plus bas. Je ne peux pas dire que je ne les connais pas, c'est faux. Donc les gens venaient même au plateau quand on les demandait est-ce qu'ils connaissent qu'ils ne connaissent pas les Amba Boys. C'était faux. Ça devait être là le début de nos problèmes. Donc à présent, a lot of water has gone under the bridge. What we need to do now is to see the way forward. Parce que comme le colonel a dit, et nous tous nous voyons, si vous partez dans le nord-est et le sud-ouest, malgré tout le dégât qui s'est fait là, il reste l'une des régions les plus développées du Cameroun, les deux régions là, par rapport à certaines choses. Et on a plutôt rétrogressé en gâtant nos propres choses. Donc on le dit toujours, on ne peut pas brûler une école, un hôpital. Par exemple, en Manfé, quand les gens se tombent, on a tué les gens à Ebeko. Il n'y avait pas l'hôpital qui pouvait prendre même des petites choses. On les a amenés dans un centre, they call it a health center. Okay? Oui, qui ne pouvait pas gérer certaines choses. Il y avait une maman qui avait peut-être, qui devait, who would have survived, but she died because of no possibility to. Donc deux sont encore morts à l'hôpital. Donc ça c'est une rétrogression qu'on ne peut pas accepter. Donc les élites doivent changer leur méthode opérante. Ils pensaient qu'en utilisant l'armée, et l'armée va tout faire. Non, l'armée ne peut pas être partout tout le temps. Mais nous sommes partout tout le temps. Donc, c'est à nous d'aider même. Parce que l'armée, au début, comme le colonel a dit, moi, je ne le savais pas si, maybe because now he's a different person. He says things that are, if they had told the military before. Because au début, nous, on avait dit, Center for Emara with Dr. Babala, that you know, in the Boya. We told them that les gars là vont exhauster les manières de faire. Et donc, arrêter de faire certaines choses. Au début, là, quand on tuait un militaire dans un quartier, par exemple, dans un village, à cause de vexation, they will come there and cause gaffe. Most of the people who are définis, 40% sont là pour vengeance. 40%. Donc, c'est notre travail, nous, les élites de ces régions-là et les chefs traditionnels. 40% sont là pour vengeance. 40% sont là encore pour les dieux sécessionnistes politiques. Et 20% sont là pour le banditisme. Ils ne sont pas ni vengeants, ils ne sont pas là pour les choses de sécession, ils ne connaissent rien. Donc, moi, je pense que les chefs traditionnels doivent reprendre, ils doivent rentrer
parler à les populations dans le sens douce, with soft words, and try to make them to come closer so that they can get their problems, they can identify the people who can do things. The elites have to make efforts to be going. Pas pour aller dans les Amoka et revenir à Amoka sans raconter les populations et savoir ce qui se passe. Donc nous avons beaucoup de travail. D'accord, c'est compris. Juste vraiment une minute. Une petite minute, non, pour dire que je n'ai jamais changé de position. Donc j'ai toujours plaidé pour l'armée professionnelle que nous sommes. Et il faudrait savoir que les exactions peuvent arriver partout. Déjà, avec l'élongation opérationnelle que les forces de défense aujourd'hui subissent, ils travaillent en flux tendu. Ça peut arriver que, n'est-ce pas, certaines maîtrises. Mais je dois vous dire que le haut commandement a toujours été impitoyable lorsqu'il s'agissait de sanctionner des gens qui se sont livrés à des exactions. Et ça ne va pas dans le sens de l'apaisement. Au contraire, ils cherchent le renseignement. On travaille dans le diptyque armée-nation. Aucune des parties ne peut régler le problème toute seule. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant justement ces dernières attaques dans les Bamboutos du côté de Galim. Nous marquons une autre touche pause. Vendredi dernier, la nouvelle est tombée. Il s'agit de cette nomination du nouveau secrétaire général du côté de l'Assemblée nationale en la personne de Noël Essiane, ancien maire de la commune de Saint-Mélima. Du coup, les débats sont encore nés, surtout que nous avons une autre actualité qui n'a toujours pas eu d'issue. Il s'agit de l'affaire du DIRCAP, du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez bien, il y a eu une série de notes, une note qui limogeait le DIRCAP et son secrétaire particulier, et le secrétaire particulier, une autre note qui annulait la première note du côté de l'Assemblée nationale. Depuis un certain temps, l'on ne sait plus véritablement à quel sein se vouer. Pour l'instant et pour ce dimanche, nous parlerons beaucoup plus de cette nomination d'André Noël Essiane, ancien maire de Saint-Mélema, comme le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale. Je commence par vous, Fatouma Noura. Comment vous accueillez cette nomination du nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale? Alors, avant de revenir à la nomination, je voudrais d'abord parler de justement la situation par rapport au directeur de cabinet que nous avons tous vécu. On a connu une situation assez particulière. C'est-à-dire que vous avez une note qui... nous avons une note qui nomme un nouveau directeur de cabinet. Et puis vous avez, dans la même journée, je ne sais pas si c'était le même jour, quelques heures après, une note qui remet, qui abroge, pas même abroge, en fait, qui dément tout à fait. La nomination d'avant. Et ça passe crème, comme si de rien n'était. Parce que normalement, dans ces deux notes-là, il y a une qui est fausse. Il y a une qui a une signature, où on peut parler de faux en signature. Mais cette note-là est passée comme si de rien n'était. Est-ce qu'on a pu déjà identifier quelle était la fausse décision et quelle était la vraie décision et qui a signé la fausse décision pour que cette personne-là soit tenue responsable de ses actes? Alors, quand j'ai fini de dire ceci, je voudrais signaler que la nomination d'un nouveau secrétaire général ne devrait pas soulever une quelconque polémique à mon avis, parce que le secrétaire général ne fait pas partie de ceux qui doivent être élus. Il doit être nommé. Donc, une nomination, quelle que soit la façon dont elle se justifie, on peut peut-être rentrer dans les dessous de la nomination et tout, mais la nomination en elle-même ne pose pas problème. Le problème, justement, c'est celui de savoir si cette nomination-là va connaître les mêmes rebondissements que celle du DIRCAP. Vous êtes en train de mettre un certain nombre de réserves. Oui, mais puisque finalement, l'Assemblée nationale, qui fonctionne vraisemblablement à l'image du Cameroun, on ne sait plus à quoi s'attendre. On ne sait pas si on est vraiment on est en train de vivre carrément toute une comédie. Donc là, on a une décision. On attend que le secrétaire général prenne ses fonctions pour être sûr que cette décision est effectivement actée.
et que... Le secrétaire général a été installé. Hein. D'accord, s'il a été installé, ça va. Il a été Donc installé. je pense que sa nomination, normalement, ne pose aucun problème, puisque le secrétaire général est normalement nommé, pas élu comme les députés ou les autres membres de l'Assemblée nationale. Antoine Awana, vous qui suivez avec beaucoup d'intérêt l'actualité du pays, quel est le commentaire que vous pouvez désormais poser sur cette institution, l'Assemblée nationale? Apparemment, ça va dans tous les sens. On vous a parlé de la nomination et contre-nomination d'un directeur de cabinet. On ne sait plus. Si on vous pose la question en ce moment, qui est le directeur du cabinet de l'Assemblée nationale, que direz-vous? Je dirais que j'attends. Puisqu'on nomme, on revoque, et puis le statu quo. Ça, c'est un problème. Et puis, parfait, je vais vous dire une chose sincère. Il y a un peu de l'imbroglio dans le fonctionnement même de l'institution Assemblée nationale au Cameroun. On ne sait plus qui est qui. Même la nomination du secrétaire général. Et il y a eu des positions vraiment divergentes. Moi, j'ai lu un article de Jeune Afrique qui dit que c'est plutôt le président de la République, Paul Biya, qui a proposé la nomination de l'ancien maire de Saint-Méliva, M. André Noël Essiane, au poste de secrétaire général. Est-ce que c'est le président de la République qui nomme à l'Assemblée nationale? Proposition. Jeune Afrique, je vous relate. Le président fait la proposition de nomination à l'Assemblée. Il a proposé. Je vous dis l'article de Jeune Afrique. C'est pas moi qui le dis, c'est Jeune Afrique, j'ai lu. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a l'amalgame là-bas. Et c'est l'imbroglio total. Que c'est lui qui aurait proposé Essiane et que l'OPAN a refusé parce qu'il voulait mettre aussi sa personne là-dedans. Ça s'est arrêté là comme ça. Et puis, il y a d'autres voix qui s'élèvent et qui vous disent que il y a une certaine élite qui aurait sauvé l'ancien maire de Saint-Mélima, André Noël Essiane, d'une condamnation et qu'il aurait intervenu. Et après, il a échappé à cette condamnation-là au TCS alors qu'il avait une affaire qui passait dont il devait comparaître libre. Voilà. Il y a ça. C'est un autre point parce que vous allez voir la difficulté de cette histoire-là. Bien. Il y a encore une autre élite. Ce soir, vous savez, j'aime citer les noms, mais aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms. Je vais vous parler des élites. Voilà, il y a une autre élite aussi qui propose à la place, pour remplacer André Noël Essiane, le nouveau maire de Saint-Mélima, M. Bokono, que vous connaissez très bien. Il y aurait eu une autre élite, dont je préfère taire le nom ici, qui aurait proposé. Bien, mais lorsque la nomination arrive, escrutons un peu ce que M. Essiane lui-même a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a été nommé, il a pris son téléphone pour féliciter ou remercier une élite de la Haute-Sanaga. Ça, c'est au vu de tout le monde. Ah oui, pour me remercier cette élite et féliciter. J'ai dit ce soir, je ne cite pas les noms. Je vous dis des élites. Mais si vous parlez des élites de la Haute-Sanaga, on peut commencer à soupçonner. Non, on ne peut pas soupçonner puisque Lambert, non, ce n'est pas une élite de la Haute-Sanaga. Jean Lambert, dans votre collègue. Jean Lambert avait déjà les possibilités de nommer des SG de l'Assemblée nationale. On parlait d'élite. Je parlais d'élite ici. Je vous ai dit ce soir, je ne cite pas les noms, mais je vous parlais des élites. Oui, il y a des élites de part et d'autre de la République qui aurait intervenu pour que M. Essiane soit nommé secrétaire général. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre lorsque vous parlez de ces multiples interventions des élites apparemment qui ont à conduire M. Essiane à l'Assemblée nationale? Vous voulez nous dire que pour être nommé SG à l'Assemblée nationale, c'est une affaire de lobby? Non, pas du tout. C'est pour vous montrer le degré d'imbroglio du fonctionnement de l'institution face à la chambre basse. Alors, en d'autres termes, la nomination du nouveau secrétaire général est une affaire de lobby. N'émane pas du PAN. C'est une affaire de lobby, puisque le PAN avait son candidat, qu'on a refusé. Et maintenant, c'est le candidat des élites. C'est le PAN qui a signé.
C'est lui qui signe par arrêté, parce que c'est lui qui doit finaliser, formaliser la nomination par arrêté. Vous voulez dire que le nouveau SG de l'Assemblée nationale a été imposé au PAN? A été imposé au PAN. Bon gré, volens, nolens, comme on dit vulgairement. Bon, maintenant, je reviens donc à votre thématique. Vous avez posé une question fondamentale. Est-ce que le nouveau secrétaire général est donc l'homme de la situation? Voilà la grande question. Face à ces désordres-là, vous formulez bien vos sujets, au thème. Face donc à tous ces désordres-là, est-ce qu'il est l'homme de la situation? Alors, quelle est la situation de l'Assemblée nationale? Une institution criblée de dettes. 22 milliards de francs CFA de dettes. Je ne voudrais pas aller dans le désordre qu'il y a là-bas. L'Assemblée nationale contracte des dettes, pourquoi faire? Ben oui, je vais vous dire, ben, l'Assemblée nationale a l'image même du Cameroun. Vous savez, nous sommes un pays 22 milliards. Hyper endetté, je peux vous donner, je peux interroger les déficits des comptes courants, ainsi de suite, ainsi de suite, et les faux endettements, parce que actuellement, nous sommes dans une spirale d'endettement improductif, dans tous les services, jusqu'aux administrations territoriales décentralisées. Nous le sommes très bien. Si je vous donne les chiffres tout de suite, mais ça donne les sueurs froides, franchement. Et surtout, qui détient cette dette, la dette camerounaise? Vous avez... Donnez-nous les chiffres. Vous avez la Chine, 61,8%. Vous avez la France, 28,5%. Vous avez la Banque mondiale, 37,6%. Vous avez la Banque africaine de développement, 27,6%. Vous avez le FMI, 20,9%. Pour le montant total de 6,335 milliards de francs CFA au titre de la dette extérieure. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, la dette publique au Cameroun. Vous avez la dette publique au Cameroun qui progresse de 5,2% en fin mars 2023. C'est récent, hein? Et puis maintenant, ça va à 11 203 milliards de francs CFA. Ça, vous pouvez interroger les chiffres au niveau de la CCA, la Caisse autonome d'amortissement du Cameroun. Je n'invente rien. Bien, alors, on se pose donc la question de savoir, est-ce le nouveau SG, qui est le secrétaire général, est le poumon administratif d'une institution? Voilà. Et la note d'un questeur, Aboubacar, qui a envoyé une note confidentielle au PAN pour relever toutes ces imperfections financières au sein de l'Assemblée nationale, en dit long. Alors, comment est-ce que le nouveau SG sera l'homme de la situation? Il faut deux raisons fondamentales à cela. La première chose, c'est qu'on lui donne quand même les coudées franches pour pouvoir mener à bien ses missions. Il a des missions là-bas. La deuxième chose, c'est que qu'on évite le goulot d'étranglement qui sévit là-bas avec les guerres de positionnement et autre chose. La troisième chose, on dit vulgairement en droit, un homme, une mission, des moyens. Il faut qu'on lui donne des moyens pour pouvoir travailler. S'il n'a pas ces trois choses-là, il ne peut pas être l'homme de la situation. Merci beaucoup. On va passer la parole à Dr Eyon. Dr Eyon, André Noël Essiane, qui est dorénavant le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale. On doit dire qu'après avoir passé plus de 10 ans à la tête de la mairie de Saint-Mélément, pour partir de là, ça n'a pas été chose facile. On a également assisté à un duel entre André Noël Essiane, maire sortant de l'époque, et maintenant M. Bokonou, le maire entrant. Et une fois de plus, on a encore assisté à un duel au sommet des élites du côté de Saint-Mélément. Est-ce qu'il faut finalement dire que partout où André Noël Essiane arrive, c'est une guerre au sommet des hautes personnalités, ainsi de suite, ainsi de suite? Merci beaucoup. D'abord, je dois dire que pour moi, ce n'est pas étonnant. Si ça arrivait autrement, je devais dire que le Cameroun a changé. Ah bon? Donc, pour moi, c'est très normal que ça arrive jusqu'à ce qu'on aura un autre Cameroun nouvel ou un Cameroun normal. Parce que pour moi, le Cameroun n'est pas normal. Parce que quand vous voyez d'abord ce que le PAN a dit dans son mot de vertu, la phrase qu'il a utilisée,
les pouvoirs... La séparation des pouvoirs. Depuis quand on constate qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs? Depuis la dernière session. Et cette phrase-là a été dite par rapport à quelle instance? Parce qu'il n'a pas continué à expliquer ce qu'il voulait dire. Et il a insisté en disant que chacun reste à sa place. Exactement. C'est comme ça qu'il a conclu. Chacun reste à sa place. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Et pourquoi il nous dit cela maintenant? Donc c'est comme le Dr Wada a dit, parce qu'on n'a pas respecté ce qu'il voulait. Oui. C'est très clair comme ça. Et moi je pense que c'est une décision stratégique politique. Pour mettre quelqu'un là qui sort de l'un des camps qui cherche à conquérir le pouvoir, de savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est très simple que ça. Ah bon? Oui. C'est très simple. Stratégique. C'est très stratégique, surtout avec les choses qui sont en train de manifester là. Pour moi, ce n'est pas une question d'erreur, c'est planifié. Non, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Pas du tout. Ce n'est pas qu'il part là-bas pour aller faire fonctionner très bien le... Non, c'est pour aller être là dans le secret de ce qui se passe là et pour être sûr que le PAN peut être maintenant réglé par rapport à ce que l'exécutif veut. Et surtout ceux qui sont en train de gérer les choses. Parce que comme vous avez dit, moi je me demande même la question pourquoi le même nom. On veut me dire qu'il n'y a plus de gens au sud ou à Saint-Bilema, même là, que le nom pouvait revenir pour qu'eux aussi goûtent ce qu'ils sont en train de travailler. Le parti est fini avec ces gens-là qui sont là. Et nous sommes dans les forums que vous connaissez là, que je vois les gens qui parlent beaucoup là et qui nous donnent les leçons. Moi je me demande ce qu'ils disent par rapport à cela. Donc ça pose aussi problème. Pourquoi ça doit être ces mêmes personnes avec tout ce que nous sachons là? Ça veut dire qu'il est un bon player pour ceux-là qui sont en haut. On ne veut pas les gens clean. Pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans ces choses-là. Donc, le lobbying est vrai et c'est clair et ça s'est passé et on a imposé et ça s'est aussi passé. Et c'est pour ça que pour celui-là des directeurs du cabinet que le PAN on lui a laissé gérer ça comme ça. Parce que la première décision a été lue dans le journal. Au journal de 17h. Et on ne peut pas lire ce genre de notes si ce n'est pas venu par une autorité compétente. Ou ça n'était pas donné parce qu'on ne lit pas les choses comme ça. Qu'est-ce que ça vient de moi? On va me demander par rapport à quoi que j'ai amené ça. Donc pour le démentir, comme on a dit, qu'est-ce qu'on a fait de tout ça pour progresser même à l'installation du secrétaire général? Et si vous voyez bien, je n'ai encore vu aucune photo entre le secrétaire général et le PAN. Jusqu'à présent. J'ai vu plusieurs photos et les autres choses là. Sauf si je me trompe. Mais je n'ai pas encore vu une photo. Il faut d'ailleurs dire que c'est pas le PAN qui l'a installé. Hein? Oui, voilà, même la lecture de cela, ce n'est pas le PAN. Donc, comment on peut t'installer quelqu'un qui est la machine de ton institution et jusqu'à présent, on ne vous voit pas en train de nous féliciter ou de dire quelque chose? Ça pose un problème pour moi. Donc, je me dis que, bon, comme peut-être moi, je ne comprends pas grand-chose dans les affaires politiques. Très bien. J'ai dit seulement ça par rapport à le nommé ne félicite pas le PAN, mais félicite une élite. Voilà. Et même remercie l'entourage. Ceux qui sont venus l'encourager, on peut même voir les signes. Lui, il appelle une élite. On peut voir les signes là où c'est sorti. Donc, c'est ça le Cameroun. Colonel Badjek, on va faire un décryptage d'un autre genre. Hein? Cela a quand même aussi attiré mon attention. C'est-à-dire que le colonel Badjek, nomme parfait à ici. Au niveau du tableau des remerciements, parfois ici remercie d'autres personnes, sauf le colonel Badjek qui a nommé parfait ici. C'est curieux. Monsieur André Noël Essiane, nommé par le président de l'Assemblée nationale, remercie d'autres personnalités, mais sauf le PAN. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème? Ne fût-ce qu'une affaire d'élégance? Bon, écoutez, vous savez, rien n'échappe à l'opinion camerounaise aujourd'hui, et surtout avec le management. Par les réseaux sociaux, c'est assez difficile, mais vous savez également que les réseaux sociaux ont aussi beaucoup de gens inutiles qui ont le même temps de parole que les gens utiles, ce qui fait que c'est difficile. Moi, je n'arrive pas, vous savez, peut-être c'est parce que je ne regarde pas ce genre de discussions qui, pour moi, peuvent s'avérer vaines, mais ça relève quand même quelques interrogations. Ce que je regarde, je me dis, bon, écoutez, la nomination relève de la discrimination de celui qui l'a fait. Je vois une signature. De prime abord, je ne peux pas contester la légalité. La légalité de cette signature, parce que je ne vais pas parler de légitimité. Il est bien légitime pour faire l'arrêté qui nomme. Maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé avant,
Est-ce que nous ne sommes pas en droit d'émettre également des réserves? Les réserves, on devrait les émettre, et surtout venant de l'Assemblée, qui est une institution quand même de très haut niveau. Et vous savez, moi, je suis républicain. Je voudrais bien m'en tenir à toutes les communications qui se font, et le directeur du cabinet qui a été un temps soit peu, qui a sauté et qui est revenu, et au secrétaire général qui a été nommé. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils sont devant leurs responsabilités dorénavant, et qu'on nous épargne encore au niveau de cette sphère institutionnelle des atermoiements du genre, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait le maximum de sérénité. Et je dois vous dire, pour ceux qui disent peut-être qu'il fallait un contrepoids pour venir regarder, vous savez que l'Assemblée, le parti majoritaire, c'est le RDPC. Donc, s'il faut avoir des renseignements, on peut les avoir d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faudrait peut-être souhaiter pour ce fonctionnaire qui est nommé secrétaire général, c'est peut-être lui souhaiter bonne chance, de telle manière à ce qu'il puisse arriver à la hauteur de ses missions. Maintenant, vous m'apprenez qu'il il est poursuivi par quelques affaires. Il y a également la présomption d'innocence, et que ça va se gérer comme ça. Je pense que je suis toujours en difficulté lorsqu'il s'agit de faire des jugements qui ne rentrent pas dans un canevas scientifique. Pour moi, factuellement, j'ai deux textes. Il y a un texte qui a démenti, qui a infirmé l'autre. Je le prends. Il y a le secrétaire général qui vient d'être nommé. Quelqu'un l'a signé. Je respecte le pouvoir discrétionnaire et j'estime qu'on peut lui donner ses chances. Maintenant, qu'il sache que face à tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, qu'il a fort à faire pour démontrer que on n'a pas eu tort de lui faire confiance. Je vous suggère de garder à nouveau le microphone, même si vous préférez rester dans ce que vous appelez les analyses d'ordre scientifique. Je ne sais pas si je voudrais encore vous amener dans des analyses non scientifiques, mais c'est un constat. Le secrétaire général du Sénat au Cameroun, c'est un ressortissant du Djaïloba. Le nouveau secrétaire général également de l'Assemblée nationale est également un ressortissant du Djaïloba. Vous allez certainement me demander pourquoi, s'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent le faire. Le pouvoir discrétionnaire, justement... À votre niveau, ça ne vous dit rien? C'est banal? Non, on ne va pas dire que c'est banal. Écoutez, on ne va pas être ridicule à ne pas faire les analyses et puis rentrer dans ce qui se dit. Si nous sommes ici sur un plateau de télévision, nous sommes là pour analyser les opinions. Mais moi, je suis un fanatique de la méritocratie. Et que cela ne me gênerait pas qu'il y ait deux élites de Bahamas qui soient à un poste si jamais ils le méritent. Donc, ce n'est pas mon élément de... mais on doit donc peut-être constater pour l'instant qu'en termes d'expertise des secrétaires généraux au Parlement, le Djaïloba est en tête. Il y a une école qui forme les secrétaires généraux des parlements là-bas dans le Djaïloba. Il y a la discrétion qui les nomme. Cette discrétion, c'est un pouvoir. Et cette discrétion ne regarde que le Djaïloba. Non, monsieur Parfait, moi je ne peux pas avoir un élément convaincant pour vous dire que, pour démentir ou alors pour critiquer la nomination que quelqu'un qui a le pouvoir, n'est-ce pas, vient de commettre. Quitte à lui maintenant de prendre sa responsabilité ou ses responsabilités si jamais ça ne marche pas. Et si jamais, dans une opinion publique, il va se dire qu'il y a trop de convergence à ce niveau-là. Très bien. Antoine Awana, vous voulez que nous restions dans le Djaïloba, je présume. Toujours dans le secrétaire général du Sénat, ancien ministre également du Cameroun, est du Djaïloba. L'actuel secrétaire général de l'Assemblée nationale est du Djaïloba. Le président de la République est du Djaïloba. C'est banal. Non. Moi, je reviens sur l'histoire. Napoléon nous enseignait que on ne peut gouverner qu'avec ses hommes. Ah bon? C'est normal. C'est dans la vie courante. On nomme, quand vous êtes à la tête d'une institution, c'est mieux de gouverner avec ses hommes. Vous leur faites confiance. Que à tous les niveaux. Vous savez que nous sommes en République, quand même. Mais il y avait aussi la République là-bas. Il y en a encore en France. Et il y en a en France. Macron, ces hommes-là sont des Camerounais. Vrai ou faux? Ce sont des Camerounais. Et les hommes du nord, de l'ouest, du littoral ne sont pas des Camerounais? Mais oui, eux aussi sont dans le sérail. Il suffit seulement qu'on ait... Bon, je prends le cas du PAN. Voilà. Combien de nordistes sont là-bas à l'Assemblée nationale? Et occupent quel poste? Mais des postes importants.
Ça n'émeut personne, ça ne fait aucun problème. Ben oui, pourquoi vous voulez que ça fasse des problèmes? Quand Aïdjo était président de la République, il ne gouvernait pas avec ses hommes. Issa Bakari, délégué général de la Sûreté nationale, tel Ousmane Mey qui était gouverneur à vie, je vais citer jusqu'où? On va faire ici. Mais c'est ça la loi politique. On ne peut pas aller au-delà de là. Mais Trump n'a pas gouverné avec ses hommes. Ses fils. Voilà, ses fils même étaient là. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Docteur Eyong veut absolument coller un mot à ce débat. Allons-y, docteur. Oui, vous savez, s'ils peuvent partir par le mot de docteur, ça ne pose pas problème si ça marche. Mais tant que ça ne marche pas, ça pose problème. Et pour l'instant, ça ne marche pas. Le Cameroun ne marche pas à cause de cette utilisation des hommes qui n'ont pas suivi la méritocratie, comme le docteur a dit. Si on prend tous les hommes qui sont dans les affaires gérants, qui sont du Dja et Lobo, et que le Cameroun marche, personne ne va demander là où la personne sort. Si nous posons ces questions, c'est parce que ça pose problème. Ces gens-là viennent là-bas parce qu'ils sont nommés, ils n'ont pas de compte à rendre aux populations. Et donc, ils font de n'importe quoi et ils ne sont pas sanctionnés. C'est ça que nous disons, que la responsabilité de ceux qui les nomment reste primordiale. Parce que ces gens-là savent que ils peuvent faire n'importe quoi là et leur nomination ne vient pas de résultats. Les gens sont nommés, on ne leur donne pas un cahier de charges qui sera suivi et peut-être après le premier mandat, on peut les juger. Même quand nous, les publics, les juges et disent que ça n'a pas marché, on nous dit par rapport à quoi? Alors que nous disons par rapport à nos petits yeux. Si on te nomme ministre de l'eau, par exemple, et que l'eau ne coule pas, et quand on fait une nomination, tu restes ministre de l'eau, ça pose problème. On ne peut pas être scientifique ou expert de l'eau pour savoir que l'eau ne coule pas. Et donc, pour moi, parfait, celui même du Sénat, par exemple, ils se disent qu'il a des problèmes de santé et qu'il n'est pas même pas au travail. Et que les signatures sont fauchées. Oui, qu'il a des problèmes de l'âge, de poids de l'âge. Donc, il n'est pas au travail. Il sort de la voiture, pas au moins 15 à 20 minutes pour faire un pas. Ça pose un problème. Donc, le fonctionnement du Sénat, c'est comment? Parce que c'est lui qui est la machine. Bon, c'est vrai qu'au niveau, pour être nommé SG, comme critère, il n'y a pas les facultés d'être un bon coureur. Oui, mais l'efficacité vient avec la santé. L'efficacité vient aussi avec la santé parce que c'est un travail qui demande beaucoup. Et celui-ci est permanent par rapport aux élus qui viennent dans une session et puis ils rentrent. Ben, le Sénat doit fonctionner. Très bien. Le PAN doit fonctionner. Et donc, moi, je pense que si on le fait parce qu'on veut clean the house, good and fine. Comme on a dit, on lui donne une chance. Mais on a déjà donné beaucoup de chances pendant 41 ans. Et on est toujours là où nous sommes. On va continuer à attendre jusqu'à quand? Jésus va venir demain. Fatoumata Noura, pourquoi toujours les mêmes personnes? Moi, je vais être nommé avant de finir par faire. Il faut qu'on le change. Moi, je vais être dans ces places-là pour représenter mes frères. Nommé où? Le SG là. SG à l'Assemblée nationale? Oui, moi, je vais être nommé là-bas. Fatoumata Noura, pourquoi toujours les mêmes? Alors, je ne veux pas rentrer dans ce débat parfait ici. Ça n'intéresse pas le PCRN. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ce soit les mêmes ou pas, monsieur l'a dit tout à l'heure, le problème, c'est comment fonctionnent les institutions. Les institutions sont malades. Ça ne va pas. Tout le monde, même un aveugle, peut le constater. Ça ne va pas. C'est ça la question principale. La question, en fait, je refuse de faire un débat de personnes. Comprenez, je préfère faire un débat de principe où on parle justement de compétences, de fonctionnement et tout. Vous refusez de faire un débat de personnes. Je vais vous dire que dans ce pays qui s'appelle Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'équilibre régional. On est d'accord. Donc même au niveau de la haute administration, on connaît l'équilibre régional. L'équilibre régional, c'est quoi? Écoutez, la vérité, c'est que... Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir les ressortissants d'une même région seulement à des postes spécifiques. Madame veut dire une chose, madame a un problème sur le système, voilà. Et non les individus. Les individus. Il a le problème, le problème c'est le système. La vérité, c'est que, monsieur Haïssi, oui. Il y a des pans entiers de cette République que quand vous les prenez, vous allez faire le même débat, mais sur d'autres communautés, on va dire comme ça.
vous comprenez ce que je veux dire. Je prends un exemple. On a la ministre Ketia Cortez qui est de l'urbanisme. On a le ministre Nganou Djoumessi qui est Des aux travaux publics. Et on voit bien que les villes et les routes ne fonctionnent pas. On est là quand même dans un, on va dire, des ministères transversaux. Vous voulez faire quel rapprochement? Le rapprochement que je veux faire, c'est que... Pourquoi vous prenez peut Keita, vous prenez avoir- aussi Nganou? Oui, c'est ce que je dis. Monsieur a dit tout à l'heure, quand on regarde au niveau de l'Assemblée nationale, il y a... Pourquoi le rapprochement Keita et Nganou? Mais je suis en train de m'exprimer. Au niveau de l'Assemblée nationale, le DIRCAB qui a été déboulonné, puis réinstallé, a fait un discours qui a posé polémique sur les origines de ceux qui occupent des postes de... Il a dit qu'on devait chasser tous les anglophones. Au niveau de l'Assemblée nationale. Ce que j'essaye de dire, c'est que quoi? C'est que dans cette République, comment toutes les communautés trouvent leur compte dans, on va juste dire qu'il y a des domaines dédiés, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on enlève un ministre de l'Ouest, on remet un ministre de l'Ouest. Quand on enlève un ministre du Centre, dans la plupart des cas, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? S'il y a des élites qui continue à faire perdurer dans l'esprit des populations que tout va bien, il faut continuer à voter le président Paul Biya, on leur promet ciel et terre pour à la fin qu'il n'y ait aucune réalisation. C'est pour la simple raison que dans chacune de ces localités-là, on trouve quand même des personnes qui ont été nommées au niveau, mais qui ne servent pas forcément leur population. On est d'accord sur ce principe-là. Donc moi, je ne fais pas un débat de personnes, je fais un débat de principe pour dire que tout le système est foutu. Et quand je dis tout le système est foutu, j'ai refusé tout à l'heure, je vous ai dit, on a un problème déjà au niveau de la nomination du DICAP, on a deux décisions. Il y a forcément une décision qu'on devrait attaquer parce que on doit parler d'écriture, de fond en écriture. Parce que qui a signé la première ou la deuxième décision, quelle est même la décision qui est validée et la décision qui n'est pas validée doit être attaquée. Qui l'a signée? Puisqu'on a deux décisions contradictoires avec la signature du PAN. Est-ce qu'on a vu ce genre de choses ailleurs, à part le Cameroun? C'est incroyable. Alors, ce que j'essaie donc de vous dire, c'est que on a un système qui est complètement désaxé, complètement chamboulé. Et c'est là, sous nos yeux, on constate au quotidien. Donc, quand on me dit, par exemple, il y a la nomination du secrétaire, je refuse de faire ce débat parce que je me dis, OK, on est dans une institution, quelqu'un a été nommé, voyons comment les choses se passent. J'espère que la série Assemblée nationale va prendre fin parce que si, comme mes companélistes l'ont relevé, il y a mésentente entre le secrétaire général et le président de l'Assemblée nationale, je pense que un autre bras de fer est en train de s'engager. Il faut dire que depuis le début de la législature, c'est le troisième secrétaire général qu'on enregistre. Hein? Après, Tout à fait. ce troisième secrétaire général, ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, on espère que cette fois-ci, ça va véritablement se stabiliser. On attend pour voir. Mais moi, en tant que militant du PCRN, tout ce que je peux dire, c'est que tout ce système est à revoir. Très tout bien. le système est à revoir. Alors, lisons quand même quelques messages ce matin. Nous avons un sérieux problème, un problème de téléphonie mobile. Hein. La connexion, il y aura ça ne marche pas. Depuis la Raison matinée. pour laquelle, depuis là, nous n'avons pas de message. Mais maintenant, nous allons prendre les interventions qui sont venues de la simple messagerie. Bonjour, colonel Badjek, comment allez-vous? Je suis vraiment très ravi de vous voir sur le plateau d'Info TV, mon colonel. Je suis un élément du BRI, contingent 2009, qui a été révoqué. S'il vous plaît, mon colonel, depuis mon renvoi, je vous cherche pour que vous m'aidiez à intégrer les rangs. S'il vous plaît, mon colonel, pour un peu plus d'amples explications, je vous prie de me contacter au numéro, il a donné son numéro. Je vous prie de m'aider. Merci, je vous salue encore. Mon colonel, vous pouvez aider cet élément? Je n'en ai pas les moyens. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a été révoqué. Mais vous êtes quand même un colonel. Non, non. Moi, vous savez, parfait, moi j'ai toujours eu un très grand respect pour la République, pour l'administration, pour les institutions. Je ne peux pas aller me mettre dans des affaires qui ne me concernent pas. Il y a certainement une sanction qui a été portée. Il y a des voies de requête.
je ne suis pas la personne indiquée pour pouvoir. Il ne faut pas que Très bien. je le nourrisse, d'espoir alors que je n'ai pas de capacité. Il peut faire ce qu'on appelle en droit un recours gracieux préalable. Préalable. On va attaquer la révocation, l'acte de révocation. Nous allons lire d'autres messages. Bonjour Perfecto, bonjour le panel. L'attaque de Galim a bel et bien été revendiquée par le séparatiste Capo Daniel, basé aux États-Unis. C'est Alain de Douala qui envoie le message. Autre préoccupation c'est dimanche. Bonjour, la tradition gère la dualité de la vie. Autant la tradition encense le respect de la norme, autant elle ne laisse pas passer les écarts grossiers comme l'a fait le professeur Kamto. C'est Ndindi à Yaoundé qui envoie le message. Bonjour, s'il te plaît Perfecto, vous-même et tout le monde entier, c'est que Monsieur Aono, oh là là, qu'est-ce qu'il dit là? Il provoque l'embarras, il risquera de causer un conflit. Attention à ses propos. C'est signé Maître Nyokon. On comprend que c'est un fils bamois. Autre message. Bonjour le plateau. Monsieur Awana n'est pas cohérent dans ses analyses. Les chefs font l'enfantillage. Ils l'ont fait avec le cas de Martinez et sont revenus demander pardon. Chez nous, les Bantous, les chefs traditionnels ne font pas le chantage, mais agissent dans le silence. Je respectais Monsieur Awana sur les plateaux d'Afrique Média, mais aujourd'hui, il a fait son tribalisme. C'est Monsieur Sanda depuis l'extrême nord qui envoie le message. Je pense que c'est un soutien de Fatouma. Il est à l'extrême nord. Il est à l'extrême nord. Autre message. Bonjour le plateau. Dites à Awana qu'il n'est pas chez lui. Oh là là. C'est Jules depuis Douala qui envoie le message. La dame a raison, mais une réaction à chaud devant une situation. Bonjour Awana est bien la preuve que les étones sont violents et impulsifs. Ça s'appelle comment là-bas? Ce qu'il a dit là. Bonjour à votre illustre plateau. Je suis Monsieur Vincent du Gabon. Mon Onjana était un monsieur. Ici au Gabon, il a laissé plusieurs disciples. À vous les médias, arrêtez aussi de gonfler le problème. Laissez la mémoire de ce grand intellectuel reposer en paix. Merci à vous. Merci. Hein. Il faut dire que pour l'instant, voilà ce qu'on pouvait donner comme message ce matin. Toutes nos excuses encore hein, pour ces nombreux messages certainement qui vont arriver après. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant les sujets inscrits à l'ordre du jour. Il ne me reste qu'à remercier nos chaleureux et chaleureuses invités qui étaient là ce dimanche. Merci à Fatouma Noura du PCRN. Je vous souhaite beaucoup de courage hein, dans l'espoir que votre congrès finira par se tenir un jour. Merci également au docteur colonel Badjek, toute une vie au sein des forces de défense camerounaises. Merci également à Dr Eyon, lui qui est activiste au niveau des droits de l'homme. Merci à Antoine Awana, géostratège, analyste politique. N'oubliez pas la première rediffusion de ce programme. Ce sera tout à l'heure à partir de 16h. La deuxième rediffusion ce soir à partir de 21h. Mercredi prochain à partir de 14h. Vous aurez encore droit à cette rediffusion tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Je vous pose néanmoins une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Ah non, on est là.